Quand cet homme est rentré chez lui, il a trouvé sa porte vandalisée à la peinture en aérosol et une note disant le toit. En y montant, il a trouvé une bande de voyous qui avaient osé venir jusqu'ici. Ils avaient même traîné son ami du lycée avec eux. Ils avaient tellement battu son ami qu'on pouvait à peine reconnaître son visage. Le protagoniste, furieux, leur demande comment ils peuvent être humains, mais ils ne font que plaisanter sur la mort de sa sœur, qui a chuté de ce même toit il y a peu. C'était leur dernière erreur. Ils se précipitent pour tuer le protagoniste, espérant que leur supériorité numérique les aidera, mais comme des idiots, ils essaient de monter les escaliers tous en même temps. Yajin saute sur le toit en faisant un atterrissage de super-héros et fonce droit sur leur chef. Ce salaud n'a même pas le temps de réagir que sa tête est immédiatement écrasée contre son genou. Les autres voyous sont choqués par la vitesse du protagoniste, mais ils attaquent à nouveau bêtement. Yajin esquive le premier coup de batte de baseball et met le type KO d'un coup de poing. À ce moment-là, un autre gars a failli l'attaquer par derrière, mais il voit clairement l'attaque et la bloque. La batte de baseball se brise en morceaux, et le voyou reste sans voix. En voyant le regard du protagoniste, il se pisse dessus. Alors, Yajin ramasse un morceau de la batte cassée et le menace de le tuer. Le voyou commence immédiatement à implorer sa pitié. Yajin l'épargne et dit au nul de dégager. L'important, c'est qu'il a sauvé son ami maintenant, mais il regrette de ne pas avoir pu sauver sa sœur à ce moment-là. Et maintenant, il est déterminé à tout faire pour se venger des salauds qui sont derrière la mort de sa sœur. À l'âge de 17 ans, Yari avait conquis le cœur de beaucoup grâce à son talent inné pour la K-pop. Elle a fait sensation dans toute l'industrie. Mais comme vous le savez, une telle ascension fulgurante a attiré de nombreux haters qui voulaient la faire tomber tout aussi vite. Des rumeurs sordides selon lesquelles elle était impliquée dans la débauche et la violence ont commencé à se répandre sur les réseaux sociaux, et sa renommée grandissante est devenue un nœud coulant. Son agence l'a renvoyée à cause des soupçons qui l'entouraient. Sa carrière s'étant effondrée, la jeune fille était en état de choc. Trop de choses se sont passées en trop peu de temps pour qu'elle puisse tout gérer. Malheureusement, ce n'était que le début de ce qui l'attendait. Les flammes qui l'entouraient ont commencé à engloutir même les gens autour d'elle. Son frère et sa mère sont devenus les victimes innocentes de sa chute dévastatrice. À l'école, Yajin était constamment méprisé et harcelé à cause de sa sœur. En particulier, Guakjita était l'instigateur de ce harcèlement. Inutile de dire que Yajin détestait tous ceux qui avaient injustement blâmé sa sœur pour des choses qu'elle n'avait même pas faites. Bien qu'il ait fait de son mieux pour lutter contre le harcèlement, au fond de lui, il était aussi impuissant que sa sœur face à l'injustice et à la cruauté de la société. Au fil du temps, sa sœur est devenue de plus en plus paranoïaque. La seule chose qu'elle pouvait faire était de s'enfermer dans sa chambre et d'absorber toutes les médisances répandues sur les réseaux sociaux. Finalement, elle a atteint son point de rupture. Elle ne pouvait plus supporter de voir sa famille être blâmée à cause d'elle. Elle a décidé de monter sur le toit de l'immeuble pour tenter l'impensable, se suicider. Au lieu d'aider, les gens se sont rassemblés autour du bâtiment et ont commencé à filmer pour capturer ce moment viral et sensationnel. Yajin a vu la diffusion en direct et s'est précipité chez lui pour sauver sa sœur désespérée. Cruellement, les badauds lui ont délibérément bloqué le passage pour l'empêcher d'entrer dans le bâtiment. Yajin a repoussé ceux qui bloquaient son chemin et a crié sur toutes les caméras pointées sur lui, mais il était déjà trop tard. Il a regardé sa sœur tomber du bâtiment et s'écraser au sol dans un bruit horrible. Le spectacle de cette horrible tragédie était une fête pour tous ceux qui se tenaient là, caméra à la main, prêts à tout diffuser en direct. Pour certains, c'était un divertissement, mais pour sa famille, c'était le jour du jugement dernier. Après les funérailles, la salle funéraire était comme une ville fantôme, gardée uniquement par son frère anéanti. Le public croyait qu'elle méritait de mourir, donc pleurer sa mort était considéré comme une perte de temps inutile. Sa mort a laissé une profonde cicatrice dans le cœur de son frère. Il s'est noyé dans le sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu la protéger. Mais le temps n'attend personne, et c'est ainsi que 2 semaines se sont écoulées. De retour en classe, les rumeurs sur Harry ne s'étaient pas encore calmées. Les élèves hésitaient à en parler à voix haute, surtout avec le frère d'Harry assis juste derrière, mais un gars ne voyait aucun problème à ouvrir sa grande gueule. L'expression vide d'Yajin ne change pas. Il se lève simplement et quitte la salle de classe. Même les autres élèves trouvent son air désespéré assez inquiétant. Alors que Yajin marche dans le couloir, il est repéré par les mêmes voyous qui aiment le tourmenter en utilisant sa sœur décédée comme prétexte. S'ennuyant et à court d'argent, ces salauds ont trouvé le jouet parfait pour se faire de l'argent. Pendant ce temps, Yajin se tient sous le vaste ciel, juste à côté de la balustrade du toit. Ses yeux fatigués et sa peau pâle révèlent qu'il ne s'est pas encore remis de la mort choquante de sa sœur. Son esprit est rempli de doutes, et il ne peut s'empêcher de se demander comment et où il a échoué. Peut-être que s'il était arrivé un peu plus tôt, aurait-il pu sauver sa sœur? Le cours de ses pensées sombre est brusquement interrompu lorsque ces mêmes voyous lui jettent une brique de jus vide au visage. Le rouquin et Minjaï, qui est venu filmer la scène, et son ami pourri, Jita, est là pour tourmenter le protagoniste. Non, je retire ce que j'ai dit. J'ai mentionné dans la phrase précédente que le cours de ses pensées avait été interrompu. J'avais tort. Parce que son esprit est toujours plongé dans sa propre misère, les voyous sont littéralement invisibles pour lui. Ce salaud de Jita s'avance et le gifle pour le provoquer. Comme Yajin ne réagit pas après avoir été agressé 2 fois, le voyou lui administre une autre gifle cinglante.
Mais même cette douleur cuisante n'était pas suffisante pour sortir Agen de ses pensées. Voyant l'absence de réaction, le voyou s'énerve et lui donne un coup de poing dans l'abdomen. Le salaud le traite comme une pinata cassée, le rouant de coups au visage encore et encore. Le protagoniste continue d'encaisser tous les coups sans résistance, comme s'il était immunisé contre la douleur. Une personne aussi faible n'a ni le droit de vivre, ni le droit d'être née. C'est du moins la conclusion à laquelle arrive l'esprit blessé des Agen. Pendant ce temps, le rouquin continue de filmer le passage à tabac brutal du garçon. Une fois qu'il a une vidéo d'une durée décente, il décide d'en finir pour la journée. Il est convaincu que cette vidéo de quelques minutes a un potentiel viral, ce qui signifie de l'argent facile. Mais Gita insiste pour continuer un peu plus parce qu'il s'amuse. Cependant, son patron rouquin lui ordonne de se retirer, soulignant qu'à l'ère du doom scrolling, personne ne regarde de longues vidéos. Après tout, la génération Z a la capacité de concentration d'un hamster. Gita semble se retirer à contre-cœur, mais seulement après avoir décoché un coup de pied brutal et spectaculaire dans l'abdomen du protagoniste, le faisant chanceler de plusieurs mètres. Et c'est ainsi qu'il laisse le garçon battu et brisé mariner dans sa triste existence. Peu de temps après, on voit Minjaï envoyer la vidéo à son supérieur dans l'organisation, espérant gagner beaucoup d'argent cette fois. Même ses subordonnés sont excités à l'idée de ce qu'ils vont faire avec le nouvel argent qu'ils vont gagner. Gita décide de dépenser tout cet argent pour les filles et les fêtes. Cependant, ses espoirs de satisfaire sa libido sont anéantis lorsque Minjaï le frappe à l'arrière de la tête. Son patron n'a pas l'intention de lui donner un sou s'il se comporte comme un voyou. Gita parvient à ravaler sa frustration et promet d'être un homme meilleur. La scène passe ensuite à une femme magnifique marchant dans le couloir, dont la silhouette glamour attire tous les regards. Elle passe devant Minjaï et ses sbires et monte les escaliers menant au toit. Il semble voir cette femme pour la première fois et, vu son charme, il se demande comment il n'avait jamais remarqué sa présence auparavant. Minjaï ordonne au gros, aussi connu sous le nom de Bajon, de trouver tout ce qu'il peut sur elle. Revenons à notre protagoniste, qui s'est encore fait tabasser. Son attention est immédiatement attirée par la voix perçante de la belle femme qui l'appelle par son nom. Elle le regarde de haut, agacée par son état pitoyable. Quand il lui demande qui elle est, la jeune fille lui répond encore plus sèchement. Les présentations ne sont pas importantes. Ce qui compte le plus pour elle, c'est de savoir pourquoi il s'est complètement soumis aux mêmes salauds qui ont ruiné la vie de sa sœur. Ces paroles agissent comme un véritable signal d'alarme pour lui. Et la scène revient sur Minjaï, se tenant dans un coin reculé de l'école. Il est occupé à demander à son patron s'il a apprécié la vidéo des Agen. Contrairement à ce que le rouquin attendait, son patron est furieux. Regarder quelqu'un se faire tabasser n'est plus intéressant, ce qui signifie que la vidéo ne fera pas la une. Minjaï insiste pour obtenir une compensation, affirmant avoir beaucoup souffert pour filmer cette vidéo, mais sa tentative de susciter la pitié ne fonctionne pas sur son patron tout aussi ignoble. Le patron exige qu'il filme quelque chose qui vaille la peine d'être publié s'il veut gagner de l'argent. Soudain, la délinquante aux cheveux bleus que nous avons vue plus tôt envahit son espace personnel. Il est terrifié au moment où elle lui demande à combien il a vendu la vidéo. Il est tellement figé qu'il ne peut rien dire. Avant de continuer, revenons en arrière pour voir ce qu'elle a dit à notre protagoniste sur le toit. Quand elle a reproché à Agen de ne pas affronter ceux qui ont fait du tort à sa sœur, le garçon a ricané. Il trouvait ironique qu'elle exprime de l'inquiétude pour sa situation. Où était-elle quand sa sœur se faisait harceler par ces mêmes personnes dont elle parle? Pour Agen, elle n'est qu'une autre spectatrice qui est restée là à regarder sa sœur souffrir. Après l'explosion du garçon, un court silence a suivi, se terminant par le départ de la fille. Elle avait beaucoup à dire, mais elle a décidé d'attendre le moment parfait pour tout révéler. Plus tard, on la retrouve seule, pensant à la situation des Agen. Elle est assez convaincue que ce qui est arrivé à Yari arrivera bientôt à son frère. Elle sait que Agen est un garçon courageux, car elle l'a vu affronter ces vils caméramens le jour de la mort de sa sœur. Ce qu'elle essaie de dire, c'est que Agen n'est pas harcelé parce qu'il est faible, mais parce que quelqu'un aggrave intentionnellement la situation. Son principal suspect est ce garçon aux cheveux rouges. Elle a pensé qu'en le suivant, elle pourrait découvrir ce qui se passait réellement. C'est ainsi qu'elle l'a surpris alors qu'il était occupé à parler à son patron de la dernière vidéo des Agen. Elle enroule délibérément son bras autour de son cou pour le mettre dans une position psychologiquement vulnérable. Puisqu'elle veut connaître le prix, il est prêt à lui vendre l'information. À sa question sur le montant, le garçon répond 5 cents. La fille utilise sa féminité comme une arme pour prendre le dessus dans la négociation. Le pervers aux cheveux rouges jette un coup d'œil à sa poitrine et à ses cuisses épaisses, puis baisse le prix à 50. C'était une sacrée réduction en échange de la permission de lui toucher les fesses. Mais en réponse, la fille lui caresse le visage avec un coup de poing digne de Mike Tyson, le faisant s'effondrer au sol. Alors qu'il est inconscient, elle prend son téléphone et le remercie pour sa coopération. En classe, Gita demande où est Minjaï, car il ne l'a pas vu depuis un bon moment. Notre jeune Donald Drum au rabais n'est pas sûr d'où il est parti, mais il suppose qu'il est allé fumer. S'ennuyant, Gita décide de se lever et d'aller fumer avec Minjaï. En voyant le garçon partir sans permission, le professeur se met à crier, mais cet idiot s'en fiche. Pour lui, le professeur n'est qu'un bruit de fond. En descendant les escaliers, il tombe sur la délinquante bien roulée de tout à l'heure.
Gita y voit l'occasion de finalement satisfaire ses désirs en touchant ses fesses rebondies. Il essaie d'engager la conversation en lui demandant où elle va. Mais la fille sait comment gérer ce genre de déchets insignifiants. Elle le bouscule en passant, ce qui le met en colère. Juste à ce moment-là, son ami arrive aussi sur les lieux, à bout de souffle. Sans perdre une seconde, il crie à son sbire stupide de l'attraper. Eh bien, l'opportuniste Gita n'a aucune intention d'obéir à l'ordre, mais son patron se contente de lui crier dessus. Gita se met immédiatement à courir, mais pas avant d'avoir clairement fait savoir qu'il attend de l'argent en récompense. Alors qu'il s'approche de la fille et tend ses mains sales pour l'attraper, elle utilise ses super sens pour lui glisser entre les doigts comme une nouille mouillée. Comme elle s'écarte, le jeune délinquant devient victime de son propre élan et s'écrase face contre terre. Pour ne rien arranger, la fille commence à se moquer de son état pitoyable, ce qui fait perdre encore plus son sang-froid au taureau déjà impatient. Il promet de la tuer, une réplique qui sonne à ses oreilles comme la blague du siècle. De la direction opposée, Minjaï s'avance à grands pas, pensant pouvoir la prendre par surprise, mais la fille est rapide et saute hors du bâtiment par une fenêtre. Minjaï est furieux que son subordonné n'ait pas réussi à attraper une simple fille, alors qu'il s'est lui-même fait frapper par elle. Néanmoins, ils sautent tous les deux du bâtiment et se lancent à sa poursuite. Au moment où elle prend une autre direction, tout change. La femme sort littéralement son Hayabusa de nulle part. Cette tournure inattendue des événements terrifie complètement les brutes. Ils se dispersent immédiatement pour se mettre à l'abri avant que ses pneus brûlants ne leur laissent des marques de brûlure sur les fesses. La femme s'arrête avec style et montre le smartphone de Minjaï, qu'elle a toujours en sa possession. Minjaï ne pense même pas à son téléphone. Il est complètement choqué par cette situation absurde. De retour à notre protagoniste, il traverse toujours le couloir avec un visage découragé. Quand il croise un professeur, il baisse simplement la tête et passe son chemin. Puis il y a des élèves qui se tiennent là et chuchotent entre eux. Ils se sentent mal à l'aise d'avoir ce fauteur de troubles dans les parages. Sa présence pathétique est étouffante, ce serait bien qu'il change d'école pour qu'il puisse enfin respirer. Ces types vont même jusqu'à supposer qu'il est impliqué dans la mort de sa propre sœur, se donnant une raison de plus de le détester. Alors que Ajin recommence à se perdre dans ses pensées, il est soudainement tiré de sa rêverie par le rugissement d'un moteur. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, il découvre la fille de tout à l'heure sur sa moto. La fille énergique le remarque aussi et lui fait un signe de la main avec un grand sourire. Un peu plus tard, les trois brutes se retrouvent à leur lieu de fumette habituel pour régler leur compte. Minjaï hésite, n'ayant aucune envie de donner quoi que ce soit à Gita, car il déteste dépenser de l'argent. Mais il ne veut pas que leur relation s'effondre complètement, alors il propose $50 pour ses récents efforts. Avec l'argent, Minjaï ajoute sournoisement un simple geste de remerciement. Le grand gaillard prend l'argent et répond de la même manière. Il n'a pas l'air content, et même Minjaï peut sentir son air maussade. Minjaï demande si le problème est le peu d'argent, mais Gita ne l'admet pas. Il se contente de fourrer le billet au fond de sa poche. Minjaï sait très bien que son téléphone vaut bien plus que cette somme dérisoire, alors il ordonne fermement à son grand ami de descendre cette garce et de récupérer le téléphone. Gita sait que cette tâche dépasse ses capacités, alors il essaie poliment de refuser. Mais Minjaï fait monter les enchères en proposant 20 fois le paiement initial. 20 est le nombre magique qui plonge instantanément l'esprit de Gita dans l'euphorie. Le gars commence littéralement à trembler à cette idée. Bon sang, ce gamin ignorant ne peut même pas calculer combien de zéros il y aura sur son chèque après l'avoir multiplié par 20. Son ami Grassouillet fait le calcul mental et lui annonce la somme de 1,1 million. Et voilà comment le type qui prétendait autrefois qu'il était difficile d'attraper la fille est maintenant prêt à lui briser les membres et à la déposer aux pieds de Minjaï. Sans plus tarder, Gita emmène son ami porcin et part à la chasse de ce gros pactole. Voyant leur enthousiasme pour le travail, Minjaï se sent confiant, se réjouissant à l'idée que la fille aura ce qu'elle mérite. Une fois de plus, la scène se concentre sur notre protagoniste, Ajin, marchant sur une route déserte. Après avoir entendu tout le monde spéculer sur lui et répandre de fausses rumeurs, il peut enfin comprendre ce que sa sœur a vécu. À l'époque, les rumeurs et les spéculations étaient si fortes que sa propre voix s'est noyée dans le bruit, et personne n'était intéressé à entendre la vérité. Maintenant qu'il y pense, il s'est peut-être trompé en pensant que personne n'écoutait. Cette femme plantureuse est probablement l'une des rares personnes à avoir remarqué l'injustice. Avant qu'il ne puisse développer cette prise de conscience, il est frappé par derrière par Bajon. La brute lui montre l'écran de son téléphone et lui demande où se trouve la fille. Bien sûr, Ajin reconnaît la fille, mais il n'est pas sûr de savoir où elle se trouve en ce moment, et il est honnête à ce sujet. Mais le gros ne le croit pas. Il est certain de l'avoir vu se diriger vers le toit, il va donc de soi qu'elle a dû le croiser. Ajin garde un silence glacial pendant que Bajon continue de le presser de répondre. Mais la réponse d'Ajin reste la même. Alors, cet idiot essaie de faire l'amical, insistant pour qu'il vienne avec lui un instant, car Gita veut s'excuser en personne. De manière assez insistante, le Donald Drum au rabais finit par traîner un Ajin démotivé avec lui. Un peu plus tard, on voit le gros, complètement furieux parce que son ami est déjà en retard. Entre-temps, le type propose une cigarette à Ajin, mais ce dernier, lassé de ses bêtises, s'en va dans la direction opposée. Bajon tente de le persuader que Gita va bientôt arriver, mais malgré son insistance, Ajin n'a aucune intention de faire demi-tour. À cause de ça,
le gros s'énerve complètement et commence à dépasser les bornes. Agen, n'appréciant pas son attitude agressive, le foudroie d'un regard meurtrier. Bajon, incapable de lire l'atmosphère, prend la colère des Agen pour du bluff, pensant qu'il fait juste semblant d'être un dur. Ce salaud crache au visage du garçon blessé et s'apprête même à lui donner un coup de poing. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le gros a la vie sauve grâce à cette fille géniale. Il est surpris par son apparition soudaine, mais le plus surprenant, c'est qu'elle est la fille qu'il cherchait. Cette fille, qui semblait innocente et inoffensive, se transforme en bête et assène un puissant coup de poing au visage du gros, faisant jaillir le sang de sa bouche. D'un seul coup, Bajon est mis KO. En voyant cette scène, Agen ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi elle continuait à le suivre. D'abord, la jeune fille clarifie ses intentions. Elle n'est pas intéressée par lui. Elle cherche simplement à combler le vide de la solitude laissée par le malheur. Agen lui dit d'arrêter ses bêtises et d'en venir au fait. Mais avant que la fille ne puisse dire quoi que ce soit, un sale type la surprend par derrière, lui assénant un coup fatal à l'arrière de la tête, et le sang gicle partout. Ce seul coup à la tête la fait s'effondrer, et le salaud qui a mené cette attaque lâche est agacé que sa frêle planche de bois se soit brisée sous le choc. Il n'y a pas qu'un seul voyou. Il y a toute une bande de racailles réunis dans un seul but. À leur tête se trouve Jita, qui ricane comme une hyène en voyant la fille à terre. L'un d'eux aide Bajon à se relever. Ses amis se réjouissent de l'avoir attiré ici, et Bajon est soulagé d'avoir eu raison. Agen est, d'une manière ou d'une autre, lié à cette fille qu'ils viennent d'attaquer. Sans imaginer que Agen puisse être une menace, ils décident de l'emmener à leur repère pour s'amuser un peu. Ils l'ignorent, mais une tempête est sur le point d'éclater. En voyant la fille effondrée sur le sol, Agen perd son sang-froid. C'est une bonne nouvelle pour nous, mais une mauvaise pour ces brutes de lycéens. L'idiot de Jita, pensant qu'il est prudent de s'approcher des Agen, pose amicalement sa main sur son épaule. Tout en s'excusant pour ce qu'il a fait sur le toit, ce salaud pose son pied sale sur la cuisse douce de la fille et s'excite en sentant sa peau. Cependant, le sentiment de notre protagoniste est tout le contraire. Jita se demande si Agen connaît cette fille et lui pose la question. La réponse de notre héros était assez prévisible, et elle n'a pas plu à Jita. En réponse, Jita lui assène un violent coup de poing dans l'abdomen, et l'impact semble comprimer les poumons du pauvre garçon jusqu'à sa gorge. Ce seul coup de poing, tel un missile, a suffi à mettre notre héros à terre. Ce salaud de Jita n'a pas l'intention de reculer tant qu'il n'aura pas la réponse qu'il veut. Agen semble avoir atteint sa limite, et l'expression terrifiante sur son visage dit tout. Jita est passablement agacé par l'assurance du garçon, et à cause de son air arrogant, il lui envoie un autre coup assez fort pour lui briser la mâchoire. L'agresseur continue de rouer la victime de coups de pied et de poing. Même ses amis pensent que le niveau de violence de Jita a dépassé les bornes. Ils ont en fait peur que ce garçon ne survive pas à ces quelques minutes brutales. Cependant, le gros n'est pas sûr qu'il mourra vraiment de ça, car il a déjà vu Agen se faire tabasser jusqu'à l'inconscience. De retour à Jita, il saisit le garçon amoché par le col et le presse de parler de la fille. Aux grandes dames de Jita, notre héros lui lance un va te faire foutre et continue de nier tout lien avec la fille. Sa réponse effrontée ne lui a valu qu'un autre coup de poing fracassant au visage, assez puissant pour envoyer Agen voler juste à côté de la fille. Jita ordonne alors à ses sbires d'emmener la fille et de lui prendre le téléphone qu'elle a volé. Alors qu'elle gît immobile, un idiot la soulève comme un sac de pommes de terre, et un autre trouve enfin le téléphone qu'il cherchait. En voyant cela, Jita est excité à l'idée de toucher le jackpot. Même le gros perd la tête à l'idée des millions de wons que Minjai a promis. Mais leur bonheur fut de courte durée parce qu'ils sont vraiment dans la merde. Le type qui tient la fille annonce qu'elle ne respire plus. Cette nouvelle est un choc énorme pour tous ceux qui sont présents. L'atmosphère, autrefois pleine d'énergie positive, a viré au désespoir. Ils savent que si elle meurt, ils sont foutus aussi. Celui qui tenait la fille panique et la laisse tomber. Les autres voyous paniquent aussi et veulent que Jita fasse quelque chose. Sinon, seule la ruine les attend. Jita est agacé par leur réaction pathétique à la situation. Ce ne sont pas des gangsters, mais des mauviettes qui paniquent à la moindre supposition. Pour autant que Jita le sache, il est impossible de tuer quelqu'un d'un seul coup. Il suggère que s'ils ont des doutes, ils n'ont qu'à vérifier par eux-mêmes. À ces mots, le cœur du gros voyou s'emballe, et il se charge de vérifier si elle est en vie. Cependant, Jita veut accomplir cette tâche sacrée lui-même et bouscule le gros lourdeau. Après avoir retiré la veste de sa poitrine, ce salaud se prépare à lui tâter les seins par-dessus son soutien-gorge. Alors qu'il tend la main et s'approche suffisamment, la fille réplique en lui mordant le pouce. Mais cette morsure n'était pas la principale préoccupation de Jita. Ce qui lui a coupé le souffle, c'est le violent coup de pied dans ses parties intimes. Alors que la douleur le submerge et le fait se recroqueviller, elle poursuit son attaque, frappant le cou de ce salaud, qui gémit comme une fillette avant de s'effondrer. L'un des idiots, ne réalisant pas la gravité de la situation, y voit une chance de se faire un nom en la neutralisant. Il l'attrape par les cheveux, puis lève la main pour la gifler. Mais il s'avère que la fille est la prochaine Bruce Lee. Elle se dégage de son emprise comme un ninja, puis tord la sale main de ce salaud. Si vous vous souvenez, ce pleurnichard est celui qui lui a fendu le crâne tout à l'heure. Alors elle espère qu'il ne sera pas fâché de ce qui va suivre. Le karma est impitoyable, tout comme cette femme. Elle brise le bras de ce salaud, qui se roule sur le sol en terre en versant des larmes de douleur. Pendant ce temps,
Celui qui s'était fait démolir les bijoux de famille est revenu à lui. Il était furieux qu'elle ait failli mettre fin à sa lignée. Voyant un bout de bois brisé et pointu, il le ramasse et le brandit, pointant l'extrémité acérée vers elle. La jeune fille est naturellement effrayée. Ce fou essaie littéralement de l'assassiner. Heureusement, Agen frappe la tête du voyou avec un extincteur, l'assommant d'un seul coup dévastateur. Lorsque le chef des voyous s'effondre, ses amis sont également sous le choc. N'ayant plus que 2 adversaires, ils reprennent confiance grâce à leur supériorité numérique et se ruent sur nos 2 héros pour les abattre. Agen ne se retient plus. Il retire la goupille et utilise l'extincteur pour étouffer ces salauds avec un épais nuage de dioxyde de carbone. Profitant du manque de visibilité, les deux s'échappent de la fumée, se soutenant mutuellement, et commencent à marcher dans la direction opposée. La fille est épuisée et n'est pas sûre de pouvoir courir plus vite avec sa tête en sang. Heureusement, sa voiture était juste au coin de la rue. Une fois dans la voiture, elle fait signe à Agen de monter aussi. C'est ainsi que les deux unissent leurs forces et réussissent à s'échapper à bord de son élégante Mercedes AMG. Agen, toujours sous le choc de cette tournure inattendue, se demande si elle a au moins son permis. Pour faire court, elle se présente comme une cyberwrecker, mais ce terme est totalement incompréhensible pour le jeune garçon. Avec le sang qui coule de sa tête comme d'un robinet cassé, elle ne semble pas en état de répondre à ses questions. Néanmoins, elle explique que dans ce milieu, les gens comme elle sont appelés des drivers. Agen interprète mal ses paroles et suppose qu'elle est venue surveiller et interroger la famille de l'idole pour faire les gros titres. Cependant, la jeune fille le nie. Agen exprime clairement sa menace. S'il découvre qu'elle est un tant soit peu impliquée dans la mort de sa sœur, elle aura une autre blessure à la tête avant même de s'en rendre compte. Cette femme audacieuse le défie ouvertement et sans vergogne de faire ce qu'il veut. Mais d'abord, il doit écouter son histoire. Elle veut commencer par expliquer la situation de sa sœur. Mais avant d'en entendre davantage, Minjaï attendait nerveusement le retour de ses hommes. Finalement, ils sont revenus. En les voyant, Minjaï s'empresse de leur réclamer le téléphone qu'il était censé rapporter. Lorsque ce stupide Jita lui tend le téléphone, Minjaï le lui arrache des mains comme s'il allait s'enfuir. En vérifiant le téléphone, le pire scénario qu'il redoutait s'était produit. Cette femme avait déjà volé toutes les vidéos d'agression que lui et ses sbires aimaient enregistrer. Il était cependant un peu soulagé que son boss ne l'ait pas contacté entre-temps. Pour en revenir au sujet principal, il interroge ses hommes sur la fille qu'il devait attraper. Pendant que Bajon bégait, Jita est très réticent à lui annoncer qu'elle leur a filé entre les doigts comme une anguille. Cette nana était une espèce de Bruce Lee. Ses poings étaient redoutables, et malgré une grave blessure à la tête, elle a littéralement balayé quiconque se mettait sur son chemin. À ces mots, Minjaï laisse échapper un petit rire. Pas étonnant que ces types ressemblent à des pinatas défoncés qui auraient servi de punching ball. Bajon essaie d'avertir son boss, qui ne le prend pas au sérieux, qu'il ne raconte pas de bêtises. Cette fille n'était vraiment pas ordinaire. Il n'a fallu qu'un seul coup de poing pour mettre KO ce gros porc, ce qui prouve à quel point cette fille est dangereuse. Minjaï réfléchit un instant à leur situation désastreuse. Une fille a débarqué de nulle part à l'école, est arrivée sur une Hayabusa, et a tabassé tout le monde comme des chiens. Tout ça ressemble au scénario d'un drama coréen de bas étage. Tandis que Minjaï ne peut s'empêcher de rire, ses hommes ajoutent que Agen ne semblait pas connaître cette fille. Même Bajon pense que ça ressemble au scénario raté d'un film de Bollywood à petit budget, mais tout est vrai. Minjaï leur crie d'envoyer toutes les photos ou preuves visuelles qu'ils ont de cette fille. Minjaï envoie tout à son boss, puis tente de le contacter. Il est convaincu qu'il va toucher le jackpot avec cette fille. Revenons à notre duo, qui roule sur la route dans sa voiture. La fille lui demande s'il connaît le newtubé qui a commencé à poster toutes ces conneries sur sa sœur. Pour information, un newtubé est un youtubé dans leur univers. Eh bien, Agen n'a aucune idée de qui est derrière tout ça. La fille dit qu'elle a quelques pistes. C'est une chaîne appelée Gecko TV qui est derrière tout ça. Agen ne semblait pas connaître cette chaîne, ce qui laisse la fille perplexe. Quoi qu'il en soit, cette chaîne est assez célèbre dans le milieu. Seuls ceux qui vivent dans une grotte ou n'utilisent pas YouTube pourraient ignorer son existence. Eh bien, Agen dit qu'il utilise beaucoup YouTube, mais seulement pour regarder des vidéos de chats. Quel personnage, sérieusement. Pour en revenir au sujet, la fille décide de lui expliquer ce qu'elle fait de la manière la plus simple possible. Tu sais, il y a des gens qu'on appelle les cybercharognards, ils recherchent intentionnellement des histoires qui peuvent créer la controverse. S'ils ne trouvent pas de drama croustillant, ils vont jusqu'à inventer des histoires fausses sur des célébrités pour créer la polémique. C'est ignoble. Prenons ta sœur comme exemple. Elle a été la victime innocente de ces cybercharognards qui cherchaient des titres à scandale pour se faire de l'argent. Il y a des informateurs, appelés drivers, qui travaillent avec ce groupe immonde. Ces personnes aident les cybercharognards à enquêter, surveiller et fabriquer des preuves contre des personnalités importantes. Maintenant, tout commence à s'éclaircir dans l'esprit des Agen. Ces soi-disant drivers rôdent dans son école en ce moment même, cherchant une occasion de fabriquer de fausses histoires et des rumeurs. Ce sont ces mêmes ordures qui ont répandu les mensonges sur Yari. Elle lui rappelle la fausse interview avec une personne prétendant être une victime de harcèlement scolaire de la part d'Yari. C'est comme ça qu'ils répandent de fausses rumeurs et des spéculations pour salir la réputation de leur cible. Réalisant que ces déchets de l'humanité sont dans son école, il demande à la fille de l'aider à les trouver, car il veut leur tordre le cou de ses propres mains.
On revient sur Minjae, qui est au téléphone avec son grand patron, Jong-gu. Il a envoyé la photo de la fille. À voir le boss en question, ce type a l'air d'un boss final de Yakuza. Minjae explique en détail, soulignant qu'elle est récemment apparue à l'école et a approché Yajin. En entendant cela, le boss est convaincu que les choses vont vraiment commencer à chauffer. Cette fois, au lieu de laisser ses sous-fifres pleurnichards s'en occuper, il décide de s'occuper personnellement de cette garce. Pour ce faire, il ordonne à son homme de préparer un uniforme scolaire extra large. Minjae, prêt à obéir aux ordres de son boss, répond rapidement par l'affirmative. Ce type est aux anges que son boss s'en charge personnellement. Il est convaincu que cette garce est déjà morte. Même ses hommes sont surpris de voir le sourire maléfique et satisfait sur son visage. Eux aussi pensent que Minjae a dû décrocher le gros lot pour célébrer ce moment comme ça. Quelque part dans un endroit isolé, Ajin et la fille arrivent à un manoir. La fille entre et notre protagoniste la suit, mais il est un peu hésitant à pénétrer ainsi dans une propriété privée. Voyant son hésitation, la fille l'accueille sincèrement chez elle, espérant qu'il se sente à l'aise. La magnificence du lieu laisserait n'importe qui bouche bée et le ferait douter de sa situation, et notre protagoniste ne fait pas exception. La fille, très épuisée, s'affale sur le canapé pour se reposer. Ajin remarque soudain quelque chose d'intéressant. Il y a un portrait d'une famille heureuse de 3 personnes, et la fille y figure. Cela signifie clairement que les personnes sur la photo sont elle et sa famille. Naturellement, le garçon veut savoir si cette maison lui appartient. La fille répond oui, mais ne dit pas que c'est sa maison. Pour elle, cet endroit n'est qu'une planque de rechange, un refuge niché au cœur des montagnes, loin des regards indiscrets. Ça fait une bonne cachette. Comme le garçon continue de fixer le portrait de la famille autrefois heureuse, la fille pense qu'il est simplement captivé par sa beauté. Le garçon reste silencieux face à ses taquineries, ce qui l'agace. La fille n'aime pas la façon dont il la traite ni son attitude d'adulte, alors qu'elle est plus âgée. Agacée, elle commence à l'étrangler pour lui montrer qui est aux commandes. Notre ami, lassé de ses bêtises, la repousse violemment, l'envoyant rouler au sol. Alors qu'elle se tord de douleur, notre protagoniste se lance dans une tirade. Il n'aime pas le fait qu'elle soit aussi l'une de ces cybercharognards, ou driver, ou je ne sais quoi. Elle a un grand manoir et une voiture de luxe, ce qui montre clairement qu'elle n'est pas une personne ordinaire. Vu qu'elle l'aide, elle doit se prendre pour une sorte de Robin des Bois bien pensante. Comme ce marchand de misère en herbe refuse de lui faire confiance, elle décide finalement de lâcher une bombe. Mes parents sur cette photo? Oui. Ils sont déjà morts. La cause de leur mort tragique est la même que celle de ta sœur. Eux aussi ont été victimes de ces mêmes cybercharognards. Face à cette révélation, le garçon est complètement sous le choc, ne s'attendant pas du tout à ça. La fille promet de lui expliquer les détails petit à petit. Pour commencer, elle lui suggère de prendre un bain chaud pour se ressourcer. Un peu plus tard, ce Foken Kaneki est perdu dans ses pensées tout en se prélassant sous une douche chaude. Il s'efforce de se remémorer tous les souvenirs heureux de son enfance. Il semble avoir de bons souvenirs liés au nom de l'entreprise qu'il a vu en arrière-plan de la photo de famille de la fille, mais Ajin n'arrive pas à s'en souvenir clairement. D'après ce dont il se souvient, il réalise qu'il adorait les raviolis frits que cette entreprise vendait à l'époque. Il suppliait toujours sa mère de le laisser manger cette nourriture trop transformée et malsaine, mais elle s'y opposait toujours. Une fois, une nouvelle est sortie disant que ces raviolis étaient fabriqués avec des déchets alimentaires périmés. Parce qu'il avait si envie de raviolis, elle lui a promis de lui apporter des raviolis faits maison. Sa petite sœur était tout aussi petite et adorable, mais elle montrait une maturité au-delà de son âge. Elle savait que ce que son frère aimait était de la pure camelote, et ces mots avaient rendu furieux notre jeune protagoniste à l'époque. La nouvelle selon laquelle l'entreprise utilisait des ingrédients périmés dans ses produits s'était répandue partout. Le scandale a pris une ampleur incontrôlable, et les propriétaires de l'entreprise, écrasés par le poids de la pression sociale, ont choisi de mettre fin à leur jour. Et ces propriétaires, c'étaient les parents de la fille. Un instant plus tard, on voit la fille, ayant terminé son bain satisfaisant, se ressourcer en buvant une bière et en mangeant des snacks. Yajin s'approche d'elle et prend un ravioli pour le manger. En le voyant commencer à manger sans permission, la fille pense qu'il doit vraiment aimer les raviolis. Eh bien, c'était vrai, et Yajin l'admet sans hésitation. Poursuivant la conversation, Yajin lui demande sans vergogne de lui apprendre ses techniques cool qu'elle connaît. Il veut devenir un combattant professionnel comme elle et se venger de ces salauds qui ont fait du mal à sa famille. La fille aime son cran, mais elle veut qu'il réalise qu'il n'est pas seul. Après tout, elle a aussi le même objectif, la même destination, et les mêmes intentions. Et jusqu'à présent, elle n'a pas non plus atteint son objectif. Yajin ne réalise pas ce qu'elle essaie de dire. La fille décide d'être directe. Ce n'est pas seulement ta vengeance. C'est notre vengeance, et à partir de maintenant, nous serons ensemble. Une fois de plus, Yajin est perplexe, ne sachant pas comment leur partenariat fonctionnera. La fille décide d'être son bouclier pendant qu'il deviendra son arme ultime. Elle veut qu'il soit sa lance acérée, tandis qu'elle sera le bouclier, les protégeant d'une volée de flèches. Yajin sera l'attaquant qui mettra les ennemis en pièces. Bon, du point de vue de Yajin, il pense que si l'ennemi sort une arme à feu, c'est tout simplement fini. Bien sûr, sa réaction terne l'a fait éclater de rire. Yajin s'excuse pour la petite blague qu'il a faite. Il comprend le sens,
Ils n'est pas si inutile. Les deux idiots passent la nuit comme ça. Honnêtement, c'est la première fois que Yajin se sent vivant depuis la mort tragique de sa sœur. Il comprend aussi ce que cette fille traverse et quelles sont ses intentions. Les soupçons qu'il avait autrefois à son sujet ont maintenant disparu. Il est presque minuit, et Minjaï est toujours occupé avec ses sbires à planifier leur prochaine action. Il confie à ses stupides sbires la mission d'attirer cette femme directement à Jonggu. Cependant, Jita montre indirectement sa réticence et s'oppose à l'idée de Minjaï. Il propose une manière plus simple de gérer ça. Bien sûr, cela enrage l'ignorant et arrogant Minjaï. Il déteste quand son propre chien essaie de corriger son maître. Au moment où il s'apprête à punir son sbire en le frappant, Jita attrape nonchalamment la main de son patron en colère en plein vol. Jita dit clairement que ce que Minjaï demande dépasse de loin son niveau de salaire, et qu'il ne prendra aucun ordre à moins d'être payé un montant raisonnable. Toujours agacé, le rouquin se dégage la main et promet de lui payer ce qu'il lui doit, mais dit qu'il a besoin de temps car il ne pourra payer qu'après que Jonggu ait viré les fonds. Eh bien, Jita n'est pas disposé à croire son employeur. Pas d'argent, pas de travail. C'est simple. Il dit que ce n'est pas son problème et dit à Minjaï d'appeler ce Jonggu lui-même. Mais Jita propose un autre plan, plus sûr. Qu'il devrait utiliser une autre méthode pour attirer cette garce. Ensuite, ils pourront appeler Jonggu et le laisser s'occuper de la garce. Minjaï proteste, estimant qu'il est irresponsable d'appeler son patron sans une raison très solide. Jita suggère alors de créer cette situation précise. S'ils s'en prennent à Yajin, il est sûr que cette salope aux cheveux bleus le suivra. En faisant cela, ils peuvent réunir Jonggu et notre duo au même endroit. Le lendemain matin se lève, et Yajin est réveillé par la sonnerie de son téléphone. Non seulement son sommeil est perturbé, mais il est choqué de réaliser que la personne à l'autre bout du fil est Jita. Pour ne rien arranger, ce salaud a l'intention de s'en prendre à sa mère, qui est déjà hospitalisée. Pour prouver leur dire, Jita partage même une photo de lui faisant le signe V à côté du corps inconscient de sa mère. Cela fait complètement péter un câble à Yajin. Ils exigent aussi qu'il amène sa petite amie, mais Yajin, extrêmement enragé, raccroche. Alors que sa colère bout, son désir de vengeance contre ses cyberharceleurs s'intensifie. Il est prêt à devenir la lance acérée que Sayuri voulait. De retour à l'hôpital, alors que Minjaï se ronge les ongles d'anxiété, Jita s'énerve aussi du retard de Yajin. Minjaï est juste inquiet car il sent que c'était une énorme erreur d'appeler son patron ici. Mais Jita a confiance en son plan. N'oublions pas le gros. Il semble être le seul censé parmi eux, réalisant que venir jusqu'à un hôpital pour harceler quelqu'un dont la mère est handicapée est la pire des bassesses. À cet instant précis, le redoutable patron de Minjaï, Jonggu, arrive dans la chambre d'hôpital. En moins d'une seconde, le rouquin incline la tête pour montrer le respect dû à son aîné. Mais Jonggu passe devant son sbire, regardant autour de lui comme pour évaluer la situation. Un instant, son regard se pose sur Jita, qui incline également la tête en signe de respect. Mais le colosse dit qu'il n'est pas venu pour ces conneries et demande où est la salope. Le rouquin répond rapidement, assurant à son patron que Yajin est déjà en route avec sa petite amie. Jonggu demande alors pourquoi ils sont ici, de tous les endroits possibles. De toute façon, ils étaient censés être à l'école, donc être ici dans une chambre d'hôpital n'a aucun sens. Le rouquin hésite à répondre, ne sachant pas comment se sortir de ce pétrin. Mais comme Jita prétend que c'était son idée, il n'a pas besoin de justifier leur situation. Le colosse s'approche de Jita et lui pose une question étrange, s'il a exécuté ce plan absurde pour de l'argent. Sans aucun avertissement, il gifle Jita comme on frapperait un enfant. Après tout, il était censé rencontrer cette salope à l'école, pas ici. Jita tente de défendre son idée absurde, affirmant que c'était le moyen le plus efficace et le plus rapide de l'attirer. Son excuse lui a valu une autre gifle, car ce n'était pas ce que Jonggu voulait entendre. Cette gifle humiliante était douloureuse, et l'ego de Jita l'était encore plus. Même les deux idiots à côté n'ont aucune idée de ce qui se passe. Juste à ce moment, Yajin arrive. Le garçon ignore tout le monde dans la pièce et se précipite vers le lit de sa mère à la vitesse de l'éclair. Voyant que sa mère va bien, il est momentanément soulagé. Tournant son regard vers les voyous dans la pièce, il les confronte au sujet de leur mascarade. Le chef dans la pièce tourne également son attention vers ce lycéen. Il semble assez satisfait de rencontrer Yajin pour la première fois. Naturellement, Yajin ne sait pas qui est ce clown. Jonggu n'est pas intéressé à répondre à la question du garçon. À la place, il sort son téléphone, montre une photo de Sayuri, et veut que Yajin réponde s'il connaît la fille. De son côté, Yajin est occupé à lutter contre sa propre curiosité. Non seulement il ne connaît pas ce nouveau personnage, mais il remarque aussi que les voyous à côté de lui sont étrangement terrifiés. Le mystère du fait que ces types poursuivent Sayuri ne fait que compliquer davantage les choses. Jonggu brise le silence en suggérant que la salope sur la photo est probablement la petite amie de notre garçon. Bien sûr, Yajin nie ces conneries. Eh bien, ce n'est pas ce que Jonggu voulait entendre. Yajin insiste une fois de plus sur ce qu'il vient de dire. Jita, qui a eu l'idée que la salope était la petite amie de Yajin, se met à crier sur Yajin, l'accusant de mentir. Jonggu veut confirmer une fois de plus avec le gamin si ce qu'il dit est vrai, mais Yajin ne cède pas. Mais Jita continue d'accuser Yajin de mentir. Pour voir si Yajin ment, le salaud lance un regard effrayant à Yajin et le menace en mentionnant sa mère. Malgré cela, Yajin ne bronche pas. Voyant cela,
Jita crie encore plus fort, le menaçant de dire la vérité s'il veut vivre. À ce stade, Jong-gu a compris ce qui se passe. Il s'approche de Jita, l'attrape par les cheveux comme un chien enragé, et lui assène une autre gifle dévastatrice. D'un seul coup, la joue de Jita est aplatie comme une crêpe, et le sang jaillit de son nez. Aux yeux de Jong-gu, Jita ne sait rien du tout sur Yajin, et c'est précisément pourquoi Jong-gu déteste cette situation. Il détestait la tromperie et les mensonges, alors il a infligé une punition divine, une pluie de claques si assourdissante que les testicules de tout le monde leur seraient remontés dans la gorge. Les claques ont continué jusqu'à ce que Jita hurle d'arrêter. Étonnamment, les coups s'arrêtèrent un instant, donnant à Jita l'occasion de se demander pourquoi il subissait un tel traitement. Jong-gu lâcha les cheveux de Jita avant de lui expliquer clairement la raison. Il était clair que Ajin avait admis n'avoir aucun lien avec cette femme, et c'était la seule raison pour laquelle Jita avait mérité tous ses coups. Bien sûr, ce crétin de voyou, couvert de bleu et amoché, en voulait à Ajin, pensant que c'était lui qui l'avait mis dans ce pétrin. Rempli de rage, il s'est même précipité vers Ajin en lui balançant un coup de poing. Mais comme Jong-gu se tenait entre eux, il a esquivé l'assaut de Jita d'un mouvement agile, avant de lui asséner un direct fulgurant dans le ventre, le faisant s'effondrer au sol, plié en deux. Après avoir neutralisé la menace, Jong-gu s'est tourné vers notre protagoniste pour lui poser la question à 1 million. Cet homme effrayant a demandé à Ajin de réfléchir à l'identité du coupable qui avait tué sa sœur. Eh bien, cette question inattendue a forcé le garçon à voir au-delà de la situation présente. L'homme a de nouveau attrapé les cheveux de Jita et a commencé à le frapper comme un chien, tout en forçant Ajin à réfléchir à qui se cachait derrière l'hospitalisation de sa mère et la mort de sa sœur. Ces questions intenses ont finalement conduit Ajin à trouver la réponse. Toutes les rumeurs et les fausses déclarations diffusées sur Yari, littéralement tout ce qu'elle n'avait pas fait, avaient été fabriquées par seulement 2 enfoirés. Il s'agissait de Jita et Minjae, mais celui qui les avait transformés en démons sans âme, c'était cet enfoiré, Jong-gu. Il a payé Minjae en échange de la fabrication de fausses preuves contre Yari, et Jita a reçu une partie de l'argent en tant que complice. Ces enfoirés étaient ravis de se faire de l'argent sur le sang de sa sœur. Finalement, Jong-gu s'est lassé de frapper cette pinata à taille humaine. Notre protagoniste avait compris l'essentiel, mais il lui restait encore une chose à découvrir. Pourquoi Jong-gu avait-il besoin de vidéos truquées, et pourquoi avoir ciblé sa sœur en particulier? Il voulait désespérément des réponses à ces questions. Alors, Ajin a pris son courage à 2 mains et a confronté cet enfoiré, exigeant qu'il avoue tout. Un instant, Jong-gu fut surpris, puis amusé de voir ce clown chétif se montrer si audacieux. Le garçon, trop émotif, s'est laissé emporter par ses sentiments et a décoché un bon coup de poing au visage de cet enfoiré. Cependant, aussi rapide que fut son coup de poing, il n'a eu aucun effet sur cet énorme enfoiré bâti comme un tank. Putain, le mec ne s'est même pas énervé après avoir été frappé. Il a trouvé la tentative des Ajin plutôt mignonne et lui a pincé la joue comme s'il avait affaire à un enfant naïf. Même un monstre comme lui a réalisé qu'il n'était pas approprié d'envenimer les choses dans une chambre d'hôpital, et a décidé de reporter leur confrontation au lendemain. Lors de leur prochaine rencontre, Jong-gu a promis de lui dire le nom de celui qui a tué sa sœur, mais cela n'avait plus d'importance, car un gamin impuissant comme Ajin ne pourrait rien y faire de toute façon. Il s'est retourné pour partir, et notre protagoniste s'est pris les pieds dans le tapis et est tombé sur les fesses. Jong-gu a ordonné à son sous-fifre aux cheveux rouges de mettre Jita dans un fauteuil roulant et de le sortir d'ici. Sur ces mots, le sous-fifre a commencé à pousser le fauteuil roulant où se trouvait Jita, inconscient. Avant de sortir, Jong-gu a promis de révéler tous les détails intéressants au réveil de sa mère. Après tout, elle aussi avait le droit de connaître le nom de l'homme responsable de la mort de sa fille. Sur ces dernières paroles, Ajin fut laissé seul dans la chambre d'hôpital avec sa mère. Enfin, pas tout à fait seul. On avait presque oublié ce gros lard qui avait failli faire tomber notre protagoniste dans les pommes en le piquant dans le dos. Quand un Ajin terrifié s'est retourné, ce gros enfoiré était en train de pleurer, versant des larmes comme une salope humiliée. Ajin a réagi vivement à sa présence, car il faisait lui aussi partie de la bande de harceleurs. Le pleurnichard s'est excusé en disant qu'il ne pensait pas que les choses iraient aussi loin. Pour se justifier, il a commencé à raconter son histoire. Un jour, alors que Bajon regardait d'un air absent son compte de fan, une claque cinglante de Minjae le ramena à la réalité. Récemment, la fille dont il était follement épris n'était autre que la sœur de notre protagoniste, Yari. C'était une idole qui venait d'être transférée dans ce lycée. Le rouquin ne comprenait pas pourquoi cet imbécile osait prendre en cachette des photos de quelqu'un à qui il ne pouvait même pas rêver. Il s'est avéré que le gros était à fond dans la culture des idoles féminines et qu'il était l'un des administrateurs de comptes de fans. Donc, en gros, son travail consistait à prendre des photos d'idoles féminines. Il recevait généralement des messages privés sur son compte de fans d'acheteurs prêts à payer 100 000 wons par photo. Parce qu'il était un vrai fan d'idoles féminines, il refusait de s'abaisser à ce point. C'est à ce moment précis qu'un plan diabolique a germé dans l'esprit du rouquin. C'était une occasion en or de devenir riche à ne pas manquer, alors il a fait chanter Bajon pour qu'il lui cède son compte de fan. 2 semaines se sont écoulées, et Minjae surveillait attentivement chaque mouvement d'Yari. Il connaissait parfaitement son emploi du temps et sa routine pour ne manquer aucune occasion de prendre des photos. Dernièrement,
Personne ne demandait de photos d'Yari car les précédentes étaient trop similaires, et les acheteurs voulaient de la nouveauté. Bajon se faisait donc souvent frapper parce qu'il ne prenait pas de bonnes photos. Un jour, le rouquin a reçu une commande de photos personnalisées. L'acheteur a dit qu'il paierait le triple du prix s'il prenait des photos qui correspondaient à ses goûts. Le rouquin a été tenté par l'offre, mais en même temps, il était méfiant. Comme il n'avait que 60 secondes pour se décider, Minjaï était encore plus dans le dilemme, se demandant si quelqu'un ne lui faisait pas une farce. Il a donc décidé d'exiger un paiement de 5% à l'avance. Il a dit que c'était la seule condition pour accepter la commande. Dès qu'il a envoyé ses coordonnées bancaires, 3 millions de wons ont été déposés sur son compte, et il s'est mis à transpirer sous le choc. Le paiement ayant été effectué comme promis, Minjaï devait livrer des photos pendant 10 jours consécutifs avec un délai strict de 24 heures. Minjaï ne revenait toujours pas. Ce qui venait de se passer ressemblait à un rêve devenu réalité. Il pensait avoir enfin touché le jackpot et fut pris d'une excitation frénétique. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que prendre ces photos était un jeu d'enfant. En bref, Minjaï recevait une somme énorme pour un effort quasi inexistant. Ainsi, 9 jours passèrent en un éclair, et Minjaï envoyait scrupuleusement les photos à son commanditaire. Comme toute personne avec un minimum de cerveau, Bajon se méfiait de la situation. Après tout, personne n'est assez stupide pour payer une fortune pour quelques photos. Mais Minjaï, avec sa vision à court terme, ne se doutait de rien. Il justifiait ses actes en se disant que rien de mal ne pouvait arriver en prenant quelques photos inoffensives. C'est à ce moment-là que tout a commencé à devenir évident. Son client a commencé à exiger des images contenant des scènes spécifiques, comme Yari souriant sur la photo, tenant une cigarette, ou semblant traîner avec des lycéennes délinquantes. Bien sûr, ces instructions précises ont complètement agacé le rouquin. Habitué à la facilité, ces instructions lui semblaient un peu compliquées. Mais de toute façon, il n'avait pas le choix puisqu'il avait déjà été payé pour ce travail. Il a décidé d'envoyer n'importe quelle photo. Cependant, il a vite été confronté à une terrible réalité. Parce que chacun de ses gestes était surveillé par le client, il ne pouvait pas échapper à cette situation merdique dans laquelle il s'était fourré. Son client avait même une photo de lui, assis dans un parc à ce moment précis. Réalisant qu'il était dans un pétrin monumental, Minjaï s'est instinctivement mis à transpirer. Cet imbécile avait même révélé son propre nom au moment où il avait envoyé ses coordonnées bancaires. Son client savait même que Minjaï regardait désespérément autour de lui, essayant de trouver la personne qui le surveillait. Quoi qu'il en soit, comme Minjaï réalisait qu'il faisait de la merde de toute façon, il a décidé de négocier le prix du dernier lot de photos qu'il devait envoyer. Il a même promis de partager une vraie vidéo d'elle moyennant un supplément. Il savait que personne dans ce lycée ne pouvait faire mieux que lui. Il attendait nerveusement de voir si le client accepterait son offre de 900 000 wons pour le dernier lot de photos et la vidéo. Le client s'est moqué de sa cupidité et a fini par déjouer les attentes de Minjaï en envoyant la somme exacte de 1 million de wons. Avant même que Minjaï ait pu se remettre du choc, le client lui a annoncé une autre nouvelle foudroyante. Si Minjaï produisait de bons résultats, il recevrait 1 million de wons supplémentaires en récompense. Comme vous pouvez le voir, c'était une manœuvre lente et délibérée qui a véritablement conduit Minjaï sur la voie du mal. À ce stade, même son ami le gros avait complètement peur de son ami. Le lendemain, Yari s'est retrouvé entouré de filles qui avaient l'air de venir tout droit de la rue. Elle la taquinait avec des blagues subtiles et la flattait avec des compliments. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'elle était une idole. Ces filles délinquantes faisaient délibérément semblant d'être amies avec elle. Prenant le contrôle de la situation, l'une des filles a décidé d'emmener Yari à la cafétéria. La fille l'a attrapée et l'a traînée de force. Comme Yari n'était jamais allée à la cafétéria auparavant, elle était excitée à l'idée d'y aller. Ce fait a été un grand choc pour la délinquante, et le plus surprenant était que Yari n'avait aucune amie. Cela a donné à la délinquante l'occasion parfaite de se rapprocher, et elle s'est présentée comme Ayong. Et c'est ainsi que les filles ont gagné le cœur d'Yari qui est devenue une proie sans méfiance, incapable de voir le piège dans lequel elle tombait. Pendant ce temps, Bajon observait tout cela se retourner contre elle. À ce moment-là, Bajon ne savait pas trop quoi penser de la situation. D'un côté, il pouvait voir son idole préférée de près, mais de l'autre, il était complice d'un complot dans son dos. Cela a laissé Bajon en conflit entre deux émotions distinctes et opposées. Quelques jours plus tard, cette fille, Ayong, a attiré Yari derrière le bâtiment de l'école en prétendant l'emmener à la cafétéria. Quand Yari a demandé ce qu'elle faisait là, Ayong a joué la comédie avec brio et lui a montré des bleus sur son cou. L'escroc a commencé à raconter une histoire triste et bidon sur son père ivre qui l'aurait battu la nuit précédente. Ayant le contrôle total de la situation, elle a décidé de jouer sa dernière carte. Elle a sorti une cigarette, prétendant que c'était pour soulager son stress mental. Puisqu'Yari était son amie, elle lui a offert une cigarette pour qu'elle fume ensemble. Elle a insisté sur le fait que fumer ensemble la ferait se sentir mieux. Bien sûr, Yari était terrifiée à l'idée de fumer, mais cette fille rusée l'a manipulée jusqu'à ce qu'elle prenne la cigarette sans même s'en rendre compte. Juste à ce moment-là, les autres garces sont apparus sur les lieux pour manipuler encore plus la pauvre fille. Pendant que les filles entouraient Yari et la mettaient mal à l'aise avec toutes sortes de conneries manipulatrices, le salaud aux cheveux rouges enregistrait tout. Et c'est ainsi que Minjaï a réalisé sa première vidéo de reportage. De retour au présent,
notre protagoniste est choqué d'entendre cette version de l'histoire et se demande ce que le gros lard entend par reportage. Le gros lard pleurnichard, pleurant toujours comme un bébé, explique qu'il appelait reportage le fait de prendre des photos et des vidéos que Jong-gu demandait. Ajin attrape l'ordure par le col et exige qu'il révèle d'autres secrets. À cet instant précis, Sayuri fait son apparition. Dès qu'elle voit le sale visage de ce gros lard, elle devient folle de rage, se téléporte littéralement sur place et frappe violemment ce salaud d'un coup de pied, l'assommant. Pendant que la fille se calme et se défoule avec un coup de pied fracassant, Ajin réalise la réalité de la situation et s'effondre sur le sol. Il est furieux d'apprendre qui est le coupable derrière la situation de sa mère et de sa sœur. Il finit par perdre les pédales, ne sachant pas comment protéger sa mère si ces salauds s'en prenaient à elle. Sayuri finit par le sortir de sa crise de panique. Cependant, l'effondrement mental que subit Ajin lui fait perdre connaissance. Le poids de tout cela est trop lourd à porter pour son esprit fragile. Dans le parking de l'hôpital, notre protagoniste se repose dans la G-wagon de Sayuri, tandis qu'elle est occupée à rapporter les grandes lignes de la situation à quelqu'un au téléphone. Après avoir assuré à son interlocuteur que tout se passe bien, elle promet de lui rendre visite bientôt avec son nouvel ami. Ayant raccroché, elle tourne son attention vers Bajon et lui ordonne de s'approcher. Naturellement, le gars tremble de peur, craignant le pire. À contre-cœur, il s'approche jusqu'à se retrouver juste devant son visage, comme on le lui a ordonné. Sayuri commence à le dévisager de la tête aux pieds, ne sachant pas s'il est sage de croire l'histoire qu'il vient de raconter. Elle va même jusqu'à menacer le port de conséquences désastreuses s'il est pris en train de mentir. Désespéré, Bajon essaie de la convaincre qu'il dit la vérité. Sayuri, n'ayant pas d'autre choix, décide de le croire pour le moment. Elle lui demande quel est son prochain plan. Bien qu'il n'aime pas admettre que son ami Jita s'est fait sévèrement tabasser, il va sans dire que ce dernier est hors de combat pour un bon moment. Et ce salaud de Minjaï? Eh bien, il ne peut rien faire sans la force brute de Jita. Il ne reste donc que lui, et il se prend immédiatement une grosse claque sur la tête de la part de Sayuri. Elle veut que cette ordure paie pour ce qu'il a fait avec ses amis tout aussi minables. Naturellement, Bajon se met à pleurer comme une mauviette et promet de faire tout ce qu'elle veut. Il n'oublie pas non plus de s'excuser auprès d'elle pour ses méfaits. Cependant, Sayuri lui fait comprendre que ce n'est pas à elle qu'il doit des excuses. C'est au gars qui se repose dans la G-wagon. Et n'oublie pas sa sœur. Même si elle est au paradis, elle mérite des excuses. La scène change brusquement pour la chambre d'hôpital où la mère d'Ajin est admise. Étonnamment, elle reprend enfin conscience, pour découvrir 3 salauds planant au-dessus de son lit. Ce sont Jong-gu et ses sbires, venus terroriser la pauvre patiente. Ils enregistrent une vidéo pendant que cet abruti de Jong-gu se prépare à la gifler. Pendant ce temps, Ajin se tient impuissant devant la porte, regardant tout se dérouler. Même le fantôme de sa sœur décédée apparaît soudainement, le tourmentant avec la sombre question qu'il se pose depuis un certain temps. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Heureusement, son extrême misère prend fin au moment où il allait et ouvre les yeux en grand dans le monde réel. Sayuri est également dans la pièce et lui dit sarcastiquement qu'elle espère qu'il a bien dormi. Apparemment, le lit qu'il occupe est le même modèle que celui que Drake a dans son manoir de Toronto. La fille est d'humeur à plaisanter, mais Ajin se jette sur elle. Il n'est pas encore remis du choc d'avoir vu sa mère se faire violemment gifler par Jong-gu dans ce terrible cauchemar. Avec une pure terreur sur le visage, il lui crie dessus, exigeant de savoir si sa mère va bien. Il a une peur bleue que Jong-gu aille vraiment la voir. La fille nonchalante n'a rien à faire. La salive qui sort de sa bouche et lui éclabousse le visage est quelque chose qu'elle ne tolérera jamais. Alors, pour le faire taire, elle le repousse et le fait tomber sur le lit. Pour rendre la scène encore plus intéressante, elle grimpe sur lui, le mettant dans une position très vulnérable. Elle veut juste que ce type se calme. Sa mère, pour qui il s'inquiète tant, a déjà été transférée dans un endroit où l'accès est strictement interdit. En bref, Jong-gu et ses sbires ne peuvent pas l'atteindre. Maintenant que le souci immédiat d'Ajin a disparu, il y a autre chose qui le rend incroyablement mal à l'aise. Eh bien, elle est littéralement assise à califourchon sur lui, et sa poitrine généreuse pend juste devant son visage, mettant Ajin dans une situation très embarrassante. Réalisant à quel point il est mal à l'aise, Sayuri profite de l'occasion pour le taquiner encore plus. C'est trop à supporter pour un puceau comme lui. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand elle commence à lui chatouiller l'oreille avec son souffle chaud. Poussé à bout, le garçon n'en peut plus et la pousse littéralement hors du lit. Sayuri, quant à elle, s'amuse beaucoup. Elle a trouvé un point faible sur lequel elle peut appuyer chaque fois qu'elle veut s'amuser un peu. Quoi qu'il en soit, elle peut voir qu'il se sent mieux, et le garçon l'admet aussi. Elle se lève finalement et décide de dormir un peu elle aussi, car il reste encore beaucoup de temps avant le lever du soleil. Après avoir promis de lui expliquer en détail la situation actuelle à son réveil, elle éteint la lumière de sa chambre et sort. Ajin s'effondre à nouveau. Il a dit qu'il allait bien, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le poids de toute cette épreuve paralyse son cerveau, et des larmes lui montent aux yeux. En fait, même Sayuri savait qu'il n'avait pas surmonté son traumatisme. Elle se tenait juste devant sa porte, testant simplement sa patience. Néanmoins, la reine des glaces était tout à fait prête à le réconforter avec la chaleur de son corps s'il le voulait. Mais c'était une opportunité qu'un mâle bêta comme lui ne pourrait même pas oser imaginer.
Le nouveau jour commence avec un professeur exprimant sa grande déception face aux élèves qui sèchent les cours. De plus, la rumeur selon laquelle Gita aurait eu un accident de la route ne fait que rendre le professeur encore plus sceptique. Il voit la discipline de l'école s'effondrer et demande aux délégués de classe de signaler tout élève surpris en train de faire quelque chose de suspect. En entendant l'annonce de cette surveillance stricte, Bajon se met à transpirer à grosses gouttes. Pendant ce temps, Minjaï est complètement impassible face à la situation. Après les cours, Bajon essaie toujours de comprendre tout ça, alors il est complètement terrifié quand Minjaï pose sa main sur son épaule. Le costaud veut avoir une petite discussion, et le pauvre gars se met à craindre le pire. La scène change à nouveau pour la luxueuse maison de Sayuri, où les deux sont en train de prendre leur petit déjeuner. En prenant une bouchée, Sayuri se souvient soudain que c'est lundi, ce qui signifie qu'il devrait être à l'école. Elle sort immédiatement son téléphone et se fait passer pour la cousine des Agin, convainquant le professeur que Agin est malade et doit prendre un jour de congé. Son absence étant justifiée, Sayuri décide de profiter de l'occasion pour apprendre quelque chose de nouveau à son Johnny Boy. C'est ça. Elle va lui apprendre à se battre contre des ordures comme Jonggu, le genre de type qui a ruiné la vie de sa sœur. Mais Yajin est déjà complètement convaincu que quoi qu'il fasse, il ne fera pas le poids contre Jonggu. La fille lui rappelle rapidement sa promesse précédente, quand il lui avait demandé de lui apprendre quelques techniques pour se défendre. Pour commencer, elle prévoit de lui enseigner les bases pas à pas. Mais avant de se lancer directement dans l'entraînement physique, elle veut s'assurer de bien lui inculquer la théorie. Se transformant complètement en enseignante, elle lui pose une question surprise. Que font exactement les cyber-hackers? Même Yajin est un peu surpris de la voir changer complètement d'attitude. Chassant ses pensées, il répond que les cyber-hackers sont des types qui humilient leurs cibles sur Internet. Mais il n'a aucune idée de leur objectif final, de ce qu'ils gagnent réellement à faire ça. La meilleure supposition qu'ils puissent faire est qu'ils veulent simplement augmenter leur vue sur YouTube. À part ça, ils tirent probablement du plaisir à faire passer les faibles pour des idiots. Son enseignante, tout en appréciant sa réponse, décide de le récompenser avec un high kick inattendu visant directement son visage. Le garçon se baisse rapidement, évitant de justesse de se faire ensanglanter le visage. Alors qu'il se plaint de l'attaque soudaine, Sayuri lui rappelle nonchalamment que cela fait partie de l'entraînement physique. Bien sûr, Yajin pense que cette fille est folle, mais il n'a même pas le temps de protester avant qu'elle ne lui envoie un autre coup de pied balayage. Il se baisse à nouveau et survit de justesse. Raté? Ne t'en fais pas. Cette folle se jette sur lui une troisième fois, comme s'il lui devait de l'argent. Cette fois, elle fonce sur lui avec un coup de poing féroce visant directement son nez. Le poing atteint sa cible en plein dans le mille, comme prévu. À une exception près, Yajin, terrifié, a réussi à se couvrir le visage avec un livre à la dernière seconde. Sinon, son cerveau aurait été complètement chamboulé. Sayuri se calme enfin, prête à entendre ce qu'il a à dire. Le garçon proteste vivement, disant qu'il n'est pas venu pour ça. Tout ce qu'il voulait, c'était en apprendre davantage sur les cyber-hackers. Ces jérémiades font éclater de rire la fille, qui lui envoie un coup de poing en plein visage à ce moment précis. La scène passe immédiatement à Minjaï et son ami en surpoids en train de discuter. Bajon, complètement dégoûté par toute cette situation, tombe à genoux. Il veut quitter sa position de voyou et supplie Minjaï de faire de même. La supplique sincère de Bajon sonne comme une blague pour Minjaï, qui le menace subtilement des conséquences s'il arrête. Malgré tout, le pauvre garçon le supplie. Il est même prêt à donner tout son argent de poche et à devenir le larbin personnel de Minjaï, juste pour arrêter ce sale boulot. Minjaï, d'un autre côté, n'est absolument pas intéressé par cette idée. À en juger par son regard démoniaque envers Bajon, il est clair que ce pauvre type ne s'en sortira pas facilement. Nous revenons à notre protagoniste, Yajin, et son nez cassé. De leur petit jeu cruel du chat et de la souris, Sayuri a réalisé une chose. Yajin a en fait des réflexes de ninja. Mais ce qui lui manque cruellement, c'est la capacité de contre-attaquer. Yajin ne pense pas avoir un problème de technique. Il est convaincu que sa méthode d'enseignement est fondamentalement mauvaise. Ignorant ses plaintes, la fille attire son attention sur l'écran de l'ordinateur portable, lui montrant cette miniature appât à clic hautement optimisée à laquelle les gens ne peuvent résister. C'est cet appât qui génère un trafic énorme vers les vidéos mises en ligne, et un trafic élevé se traduit par des revenus publicitaires élevés. Les diffusions en direct deviennent également une alternative lucrative pour amasser des sommes folles, surtout quand les créateurs peuvent presser leurs spectateurs pour des dons et des super chats. Le bon sens voudrait que ces cyber-hackers fassent ça uniquement pour l'argent, mais Sayuri pense que certains le font juste pour le frisson malsain. Et puis elle mentionne Minjaï. À partir de demain, elle veut que Yajin enquête sur ce salaud et trouve plus d'indices sur Jonggu au passage. De plus, elle lui ordonne sévèrement de ne pas manquer son entraînement physique après l'école, ajoutant qu'elle a spécialement choisi un dojang de taekwondo anglophone pour lui. Le lendemain, en classe, Yajin observe Minjaï avec des yeux de faucon. Il tremble littéralement de rage incontrôlable envers ce voyou, se retenant à peine. Il brûle d'envie de faire avouer à ce salaud tous les crimes qu'il a commis. Pendant ce temps, Sayuri surveille également les mouvements de Minjaï depuis un bâtiment voisin à l'aide de jumelles. Tout en surveillant, elle reçoit un appel d'un de ses supérieurs. Le supérieur est en colère qu'elle ait gardé secrète l'implication de Yajin. Mais la fille prétend que la situation a été si chaotique ces derniers jours qu'elle n'a pas eu le temps de lui faire un rapport.
Quoi qu'il en soit, cet interlocuteur, nommé Megawal, conclut que Jong-gu est un gros poisson dont ils doivent absolument s'occuper. Le fait que ce type était un véritable combattant de MMA avant de se reconvertir dans sa foutue carrière sur YouTube ne fait que rendre ses actions actuelles encore plus suspectes. Pendant sa carrière en MMA, ce type avait une case en moins et continuait à frapper ses adversaires bien après qu'il ait abandonné. Pour cette raison, Megawal l'avertit clairement d'éviter toute confrontation physique directe avec Jong-gu. Après l'avoir encore mise en garde sur la situation dangereuse dans laquelle elle s'engage, il raccroche enfin. Sayuri, comme d'habitude, pense qu'il est trop protecteur et n'y prête pas attention. Le temps passe vite jusqu'à l'après-midi, et nous retrouvons Minjae violemment plaqué contre un mur, interrogé par Yajin. Notre protagoniste veut qu'il avoue tout ce qui concerne son implication dans la mort de sa sœur. Mais Minjae se contente de baisser la tête et de garder la bouche fermée. Juste au moment où Yajin est sur le point de perdre complètement patience, une performance digne d'un Oscar commence. Ce salaud de Minjae commence à verser des larmes de crocodile, admettant en pleurant qu'il mérite une punition absolue pour ses crimes. Bien sûr, Yajin n'est pas venu pour une séance de pitié. Il veut des réponses claires. Et quand la fureur de Yajin atteint son paroxysme, ce salaud pousse son jeu d'acteur au niveau 11. Il offre publiquement sa vie à Yajin, disant qu'il passera le reste de ses jours à expier la mort de sa sœur. Yajin perd complètement son sang-froid et exige que ce salaud arrête sa comédie pathétique. Après tout, il ne s'attendait pas du tout à ce que ce voyou méprisable se mette à pleurnicher comme un enfant traumatisé. Yajin décide d'épargner cette ordure pour l'instant, avec un avertissement sévère. Si Minjae ose se montrer à nouveau devant lui, il est un homme mort. Minjae continue sa performance digne de Bollywood, s'effondrant à genoux et continuant à supplier. Finalement, Yajin ravale sa colère et se retourne pour partir. Une fois Yajin hors de vue, nous avons un gros plan sur Minjae, qui feignait la détresse et suppliait pour sa vie il y a un instant. Un sourire absolument glacial se dessine lentement sur son visage, suivi d'un rire sinistre. C'est la preuve évidente qu'il a officiellement mené Yajin par le bout du nez. Cet idiot l'a bêtement approché, pensant qu'il pourrait obtenir les réponses qu'il voulait. Et n'oublions pas Bajon, qui se cachait à proximité et enregistrait secrètement chaque instant avec son téléphone. Il s'approche précipitamment et rend le téléphone à Minjae. La vidéo que Bajon vient de filmer est incroyablement accablante. Elle fait passer Yajin pour un méchant instable, tandis que Minjae n'apparaît que comme un élève innocent et sans défense qui mérite sympathie et pitié. Le salaud félicite chaleureusement Bajon d'avoir capturé un tel chef-d'œuvre cinématographique. Maintenant, vous êtes peut-être prêt à déverser toute votre haine sur le gros qui a fait ça, mais regardez son visage. Le visage de ce pauvre type est complètement ravagé, une toile de bleu qui reflète parfaitement la raclée de première classe que Minjae lui a infligée plus tôt. En regardant la vidéo, Minjae est convaincu que cette preuve sera plus que suffisante pour faire passer Yajin pour le plus grand voyou de l'école. Nous retournons auprès de notre protagoniste, qui passe un moment solitaire sur le toit de l'école. À ce moment précis, Sayuri apparaît et l'interroge sur son humeur maussade. Mais Yajin est plus curieux de savoir pourquoi elle cesse de donner la peine de venir. Voyant ses mains meurtries, elle exige naturellement qu'il lui dise ce qui s'est passé. Yajin ment en disant qu'il a juste trébuché et est tombé lourdement, insistant fermement pour qu'elle le laisse tranquille. Bien sûr, la fille est en colère. Non seulement il ment effrontément, mais il essaie activement de l'ignorer. Elle explose complètement et se lance dans une longue tirade. Elle peut facilement dire qu'il s'est battu, exactement ce contre quoi elle l'avait sévèrement mis en garde. Même s'il se vante d'avoir des réflexes divins, il n'est encore qu'un nouveau-né en matière de combat réel. Le garçon ignore son sermon et l'avertit de ficher le camp immédiatement. L'école est déjà en alerte maximale, à la recherche d'intrus et de fauteurs de troubles. Si elle se fait prendre, la situation ne fera que se compliquer. Changeant de sujet, Sayuri l'interroge sur l'enquête. Aurait-il trouvé des indices sur la vraie nature de Jong-gu et Minjae? Tu tombes bien. Comme nous le savons déjà, Ajin a croisé ce salaud. Il explique que Minjae s'est excusé en pleurant. Ajin admet qu'il voulait tabasser cette ordure à mort, mais qu'il a paniqué et s'est figé, ne sachant pas quoi faire. En entendant cela, Sayuri réalise que son cœur tendre est devenu un nœud coulant qui l'étrangle. S'il continue avec cette attitude de mauviette, il peut tout aussi bien oublier sa vengeance. Il n'a pas encore l'étoffe pour ça. Alors, pour le forger physiquement et mentalement, elle annonce le début d'un nouveau programme d'entraînement parfait pour lui. Finalement, Ajin se retrouve devant l'entrée d'un dojang d'arts martiaux. C'est le point de départ de l'entraînement qui fera de lui un combattant redoutable. À l'intérieur, deux enfants sont déjà en plein combat. Sayuri semble les connaître. La fille s'appelle Yaeji, et le garçon, Wojo. En apercevant Sayuri, Yaeji sourit de joie en voyant son aîné. Pendant qu'elle s'occupe gentiment des enfants, le chef du dojang arrive. Voici Jerry, le grand maître de ce gymnase de taekwondo anglais. En voyant Ajin debout là, Jerry ressent une étrange envie d'utiliser le visage du gamin comme punching ball. Alors que Sayuri présente le garçon à son aîné, le maître, un peu débraillé, salue le jeune homme en retour. Sans perdre de temps, ce maître excentrique excite les enfants en répandant la rumeur absurde que Ajin est le nouveau petit ami de Sayuri. Tandis que les enfants, complètement surpris, jacassent d'excitation, Sayuri joue le jeu comme s'ils formaient un couple formidable. Elle arrête bientôt de jouer la comédie et demande à Jerry où sont les autres aînés.
Jerry la rassure en disant que Yu-Gyung est occupé et que la priorité absolue est de bien s'occuper de ce jeune ami. Soudain, Jerry attrape fermement Ajin par-dessus son épaule, et le garçon se débat dans une douleur atroce. Ayant réussi à confier Ajin à de meilleures mains, Sayuri fait ses adieux et part, espérant que Jerry forgera Ajin en la personne qu'il doit devenir. Le pauvre Ajin n'a aucune idée de ce qui se passe et ressent un mauvais pressentiment face au regard menaçant de Jerry. La scène revient sur Sayuri qui est de nouveau au téléphone avec un mystérieux contact nommé Megawal. Quand elle rapporte qu'elle a bien confié Ajin au jeune maître, son interlocuteur l'avertit sévèrement. Elle ne doit jamais révéler sa véritable profession à Ajin. Sayuri est d'accord, mais souligne qu'elle ne peut être sûre que Ajin ne sache pas déjà quelque chose. Néanmoins, l'homme a de sérieux doutes sur la capacité des Ajin à devenir le driver dont ils ont besoin. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Il se souvient que Jong-gu était aussi un driver et dit qu'il a enfin découvert qui est son cyber-wrecker. Mais pour atteindre ce wrecker, ils doivent suivre Jong-gu de très près. Ajin est le seul à pouvoir les aider dans cette tâche. Quand on lui dit que c'est précisément pour cela qu'ils ont besoin de lui comme driver capable d'affronter Jong-gu, Sayuri rétorque qu'il est trop tôt pour que Ajin supporte une telle pression. Son supérieur la rassure simplement en disant que c'est lui qui décidera quand passer à l'action. En tant que driver elle-même, sa seule mission est d'être prête pour le prochain ordre. De retour à notre protagoniste, il est actuellement encerclé et se fait tabasser par d'adorables petits voyous. Le pauvre Ajin peine à gérer cette situation chaotique, son âme est littéralement en train de quitter son corps. C'est alors qu'un nouveau personnage entre en scène. La présence des Ajin lui est inconnue, elle s'interroge sur ce nouveau visage. À voir les enfants se rassembler immédiatement pour lui témoigner leur respect, on comprend qu'elle est une autre aînée travaillant au dojang. Jerry s'avance pour présenter Ajin, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, les enfants le devancent et annoncent fièrement que Ajin est le petit ami de Sayuri. Il s'avère que Sayuri avait déjà prévenu cette femme que son ami participerait à un entraînement spécial. Elle se présente comme Choi Yu-Gyung, la femme du maître. Notre protagoniste répond poliment et profite de l'occasion pour affirmer fermement qu'il n'est pas le petit ami de Sayuri. Avant de continuer, Yu-Gyung décide de conclure l'entraînement du jour et de ramener les enfants chez eux. Coincé dans le van au milieu des enfants bruyants, notre protagoniste n'a aucune idée de son rôle dans tout ça. Tandis que Ajin essaie de comprendre la nature de l'entraînement qui l'attend, Jerry et Yu-Gyung déposent les enfants un par un. Il s'assoupit littéralement sur son siège, et on passe au moment où il est devenu le seul passager restant. Lorsqu'il sort enfin du van à la demande de Jerry, il se retrouve dans un endroit isolé. Quelle surprise! Jerry veut qu'il court d'ici jusqu'au dojang. Après calcul de la distance totale, c'est un sprint éreintant de pas moins de 15 km. Après lui avoir souhaité bonne chance, Jerry et sa femme démarrent en trombe, laissant un Ajin abasourdi qui se met à les poursuivre. Dans le van, Jerry doute fortement que Ajin ait le cran de supporter cette épreuve brutale. Mais Yu-Gyung pense qu'il est trop tôt pour en déduire quoi que ce soit. Pour l'instant, ils doivent juste se concentrer sur l'apprentissage des ficelles du métier aux gamins, comme l'a demandé Sayuri. Un peu de temps passe, et nous retournons au dojang de taekwondo anglais. Ajin arrive miraculeusement, mais il est complètement épuisé. Son âme a littéralement quitté son corps, et il essaie désespérément de la réintégrer au plus vite. Pendant ce temps, le couple observe le gamin épuisé depuis la fenêtre du premier étage, savourant pleinement le spectacle. Cette scène leur rappelle Sayuri à l'époque où elle était dans la même situation. Au moment où le gamin s'effondre finalement de pur épuisement, Jerry estime qu'il a encore un long chemin à parcourir, et le couple traîne son corps inerte à l'intérieur. Un instant plus tard, dès que Ajin se réveille, on lui donne immédiatement de l'eau pour réhydrater et revitaliser son système nerveux à bout. Jerry annonce fièrement que le gamin a officiellement réussi le test d'entrée. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de la raison pour laquelle il s'inflige cet enfer pour devenir plus fort, mais ils affirment être prêts à l'aider tant qu'il peut suivre. Ajin ne montre que pure conviction et détermination. Les doutes étant levés, Yu-Gyung décide d'expliquer les règles de base avant qu'il ne commence pour de bon. Première règle, si Ajin a envie d'abandonner, il a la possibilité de faire ses bagages et de rentrer chez lui à tout moment. Deuxième règle, participer à cet entraînement signifie que Ajin doit considérer ce dojang comme sa nouvelle maison. Manger, dormir, et même faire caca, Ajin fera tout ici. Enfin, on l'avertit d'être prudent plutôt que téméraire. Maintenant que les règles sont claires, il est temps pour Jerry d'accueillir officiellement Ajin dans la famille du taekwondo, marquant le début d'une routine d'entraînement quotidienne éprouvante. Avant toute chose, Ajin se concentre sur le développement de son endurance. Ce n'est qu'ensuite qu'il se concentre sur le développement de sa force brute. Mais il ne s'agit pas seulement de force physique. La force mentale est tout aussi importante. Et quelle meilleure façon de l'entraîner que de se frotter à ces petits démons qui testent sa patience jusqu'à la limite chaque jour. Malgré tout, Ajin endure ce cycle d'entraînement infernal jour après jour, en gardant sa santé mentale intacte. Un temps considérable s'écoule, Ajin vivant essentiellement la même journée en boucle. La seule différence, c'est qu'il progresse constamment. De retour à l'école, il se repose sur le toit et fait un rapport à Sayuri sur ses progrès actuels. La jeune fille est fière des progrès qu'il a accomplis et demande nonchalamment des nouvelles de Minjae. Il s'avère que Minjae a été étrangement silencieux ces derniers temps. Eh bien, nous sommes les seuls à savoir exactement pourquoi. Prenant l'initiative dans la conversation, il l'interroge sur sa situation.
La jeune fille est surprise par sa question inattendue, mais répond positivement. Elle mange bien et dort bien. Bon, ce n'est pas exactement ce que Agent voulait savoir. Il voulait un rapport sur Jong-gu, plus précisément, savoir si l'enquête de Sayuri avait réellement donné des résultats. Il avait gardé un œil sur les vidéos YouTube de Jung-gu et avait remarqué que les vues commençaient à baisser. Lorsqu'il demande pourquoi, l'humeur de Sayuri s'assombrit instantanément. La prise de conscience qu'il ne demandait pas de ces nouvelles par réelle inquiétude la pique au vif. Néanmoins, elle satisfait sa curiosité en expliquant qu'elle est sur la piste d'un bien plus gros poisson, la personne derrière Jong-gu. Agent acquiesce et se tait, tandis que Sayuri attend qu'il en dise plus. Des mots personnels, comme lui dire de prendre soin d'elle. Mais Agent est un sigma mâle. Alors qu'il reste silencieux, elle explose et le prévient qu'elle ne lui achètera pas de raviolis frits s'il ne prend pas son entraînement au sérieux. La scène change et montre deux lycéens en train de regarder un match de boxe avec une grosse somme d'argent en jeu. L'un des combattants est l'élève d'un ancien de leur propre école. Pendant qu'ils regardent, un autre élève intervient et exprime son inquiétude pour Jita. La rumeur court qu'il n'est toujours pas sorti des soins intensifs. Un des garçons n'arrive pas à croire que quelqu'un ait eu le courage d'hospitaliser un type aussi costaud que Jita. Cependant, la rumeur selon laquelle Minjae serait derrière le piteux état de Jita est très répandue. Il suppose que pour maîtriser une telle bête, Minjae doit être un combattant de niveau professionnel. S'il n'y avait pas le fait que Jita croupit actuellement sur un lit d'hôpital, il n'aurait pas cru à cette rumeur exagérée. Pendant ce temps, Minjae arrive dans un coin reculé d'un bâtiment. Bajon est aussi là, servant de punching ball humain, se faisant gifler pour une erreur qu'il n'a même pas commise. En ce moment, Minjae est furieux parce que Bajon est arrivé en retard et lui a fait faux bond la veille. Pour ne pas s'attirer davantage la colère du rouquin, Bajon rapporte à contre-cœur que la fille aux cheveux bleus n'a pas encore été repérée. Cette vérité déplaisante ne fait qu'irriter davantage Minjae, ce qui lui vaut une autre gifle cinglante. Il est agacé que Bajon ait échoué à la seule tâche simple qui lui avait été confiée. Notre Donald Trump au rabais tremble devant la posture menaçante de Minjae, terrorisé comme une victime traumatisée. Il implore sa pitié, affirmant qu'il a fait de son mieux, allant même jusqu'à surveiller la maison d'Eyajin toute la nuit. Minjae est enfin satisfait et adresse un sourire de contentement à son esclave. Soudain, le groupe qui le louait il y a un instant appelle Minjae. L'un des types, pensant que Minjae est le prochain Mike Tyson, baisse la tête en signe de respect, ce qui laisse son ami perplexe. Le lèche-botte du groupe chuchote à ses amis de s'incliner devant la puissance du grand Minjae s'ils ne veulent pas se faire dévorer. Et c'est ainsi que Minjae se retrouve avec 3 chiens fidèles. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais ces types étaient à l'origine les sbires de Jita, et ils sont maintenant prêts à servir un nouveau maître. Même Minjae ne comprend pas pourquoi il reçoit tant de respect au début, mais il saisit rapidement la situation. Ces types croient qu'il est celui qui a mis Jita à l'hôpital. Minjae est devenu leur nouvelle religion, et ils supplient leur maître de leur apprendre quelques trucs. Minjae trouve l'idée qu'il ait battu Jita ridicule, mais au fond, c'est un opportuniste. Ils décident de profiter de cette opportunité pour jouer le rôle de leur idole. Il leur rappelle la défaite humiliante qu'ils ont subie face à Yajin et à la fille aux cheveux bleus. Naturellement, les sbires se souviennent très clairement de ce jour. Minjae jette de l'huile sur le feu de leur vengeance et commence à dévoiler son plan. Son objectif ? Ruiner complètement la vie sociale des Yajin. Il a l'intention de faire passer Yajin pour le méchant responsable de la mort de sa sœur et du coma de sa mère. En fabriquant des preuves et en inventant une histoire, il veut que le bon sens dicte que Yajin est un monstre. Minjae se dirige vers le toit de l'école et met son plan à exécution. Il force ses sbires à se prosterner, la tête contre le sol, pour faire croire que des élèves innocents sont punis. Après avoir filmé la scène, il monte le clip et il photoshop Yajin, qui n'était même pas là, pour faire croire que tout le monde est sous ses ordres tyranniques. Un des sbires les moins vifs ne comprend pas comment ces photos vont aider, mais Minjae affirme avec confiance que son grand frère s'en chargera et mettra Yajin à genoux. La mention du grand frère ne fait qu'embrouiller davantage les sbires. Soudain, c'est le milieu de la nuit, et la scène se déplace sur Sayuri qui croupit dans sa voiture. Le travail de journaliste n'est pas facile, n'est-ce pas ? Son téléphone sonne. C'est son patron. Le patron veut qu'elle élargisse son enquête, mais Sayuri est épuisée et meurt d'envie de rentrer chez elle. Le patron attire son attention sur l'augmentation du nombre d'abonnés à la chaîne pour laquelle travaille Jong-gu. Tout cela grâce à la vidéo du match de boxe de l'homme-légume que les sbires de Minjae regardaient. Cependant, les vues devraient bientôt chuter car les vidéos récentes sont trop violentes. Jong-gu semble être à court de contenu frais, ce qui signifie que le grand patron derrière lui coupera les ponts une fois qu'il ne sera plus utile. La nouvelle mission de Sayuri est de découvrir qui est derrière ces vidéos. Elle accepte les ordres mais se demande combien de temps elle pourra tenir sans même prendre une douche. Elle soupçonne que ce contenu violent a été produit grâce à la collaboration de plusieurs youtubeurs. Pendant la surveillance, son patron l'avertit d'éviter toute confrontation directe avec Jong-gu. En parlant du loup, elle aperçoit Jong-gu quittant l'établissement même qu'elle surveillait. Paniquée, elle raccroche le téléphone pour se concentrer. En l'épiant avec des jumelles, elle voit que l'expression de Jong-gu semble mécontente. Après s'être retiré dans un endroit isolé, Jong-gu reçoit un appel de son patron. Le patron est agacé. Sans cette vidéo de l'homme-légume, leur chaîne serait fichue. Jong-gu s'excuse pour les résultats insatisfaisants et promet de trouver quelque chose de nouveau à exploiter. Le patron lui donne une semaine de délai.
Jonggu doit produire au moins une vidéo virale susceptible d'atteindre le million de vues. La carotte au bout du bâton? Si Jonggu réussit son coup, il pourra enfin jouer dans la cour des grands. Assoiffé de succès, Jonggu commence à perdre la tête, promettant désespérément de respecter l'échéance. Sayuri, juste au coin de la rue, absorbe autant d'informations que possible. Elle est confuse par la promesse d'une semaine mentionnée par Jonggu, mais se prépare à rapporter immédiatement ses découvertes. Mais, l'instant d'après, ce tas de muscles sans vie dans les yeux, tel un faucheur, se tient juste au-dessus d'elle. Elle réalise qu'elle est dans un sacré pétrin. Il y avait une raison pour laquelle on l'avait prévenu de ne pas croiser cet imbécile. Retour à Minjae et sa bande. Dans un parc, ce salaud envoie le matériel pour sa prochaine vidéo virale. Il est convaincu que cela suffira à ruiner la vie des Yajin. Il distribue les rôles. Notre Donald Trump au rabais surveillera Yajin comme un sniper, et les autres devront agir dès qu'ils le repéreront, que ce soit en classe ou aux toilettes. Enfin, il ordonne à l'un d'eux de trouver la fille qui a aidé à ruiner la vie d'Yari, Lia Yong. Quand Bajon dit qu'elle n'est plus dans ses contacts, Minjae le gifle pour affirmer son autorité. Cette fille est une pièce importante du puzzle. Elle sera accusée d'être la complice des Yajin dans la ruine de la vie de sa propre sœur. Et nous revenons à notre fille. En voyant ce John Wick du pauvre la fusiller du regard, elle se dit que c'est la fin. Étonnamment, il se montre amical. Il prétend n'être qu'un passionné de gym qui s'entraîne et lui demande ce qu'une lycéenne fait dehors si tard. Sayuri est agacée qu'il la prenne pour une élève. Il l'invite à la salle de sport, mais elle refuse, prétextant qu'il est tard. Jonggu accepte sa décision et passe son chemin, avant de s'arrêter pour lancer une dernière remarque effrayante. Il lui dit de passer le bonjour à Yajin. Sayuri se contente de le regarder avec des yeux froids et terrifiés. Nous retournons voir Yajin, qui est en plein combat à main nue avec Jerry. Yajin bloque et esquive avec succès l'assaut de son aîné. Jerry admet que le gamin s'est amélioré, mais pas assez pour anticiper un coup de pied improvisé qui le frappe en pleine tête. Le garçon encaisse le coup, mais est rapidement touché par un JAB surprise au ventre, l'envoyant rouler à travers le dojang. Yajin se tord de douleur, mais le vétéran est impitoyable. Sortant un couteau à l'air menaçant, il le brandit violemment. Yajin survit de justesse à l'attaque tranchante. Jerry, devenu complètement fou, plaque le garçon au sol et enfonce la lame droit dans son cœur. Yajin hurle de terreur, mais réalise vite qu'il a réagi de manière excessive. C'était un faux couteau. Sa poitrine est intacte. Il a vraiment cru qu'il allait mourir, non pas de la blessure, mais de la pure terreur. Jerry le relève et explique la leçon. Celui qui panique quand les choses tournent mal est le premier à perdre. Tu dois submerger l'adversaire de panique et de peur. Yajin se souvient de son combat contre Jita. Quand il a esquivé le coup de poing de Jita, ce colosse a paniqué. Mais quand Yajin a lancé un JAB à Jonggu, ce salaud n'a pas bronché, et cette absence de réaction a instillé une peur paralysante en Yajin. Yajin est tiré de ses pensées par un appel d'un numéro inconnu. C'est le gros. Devant l'appartement des Yajin, le pauvre gars regarde les graffitis haineux gribouillés sur la porte des Yajin. Ce n'est pas Bajon qui l'a fait, mais il a été forcé d'y aller. Il pleure et explique qu'il est contraint sous la menace de surveiller la maison. Soudain, il reçoit un appel de Minjae. Bajon prétend que Yajin est probablement en train de dormir. Minjae, étonnamment, le croit mais lui dit d'attendre juste 30 minutes. Au même moment, la bande de Minjae a amené Ayong sur les lieux pour finaliser la machination. De retour au téléphone avec Yajin, Bajon l'avertit que le désastre l'attend derrière sa porte. Au moment où il dit ça, Bajon est brutalement passé à tabac. Yajin entend Bajon se faire tabasser à travers le téléphone. Quelque chose change en Yajin. Jerry remarque son changement d'humeur, mais Yajin dit que ça va. Pendant ce temps, Jonggu essaie de convaincre son patron, Gecko, que la fausse histoire de Minjae sur Yajin sera le prochain succès à 1 million de vues. Il propose même de retourner tabasser des sans-abri s'il échoue. Son patron lui raccroche au nez avec mépris, et Jonggu rugit comme un gorille frustré. Il se retourne vers Sayuri, mais elle est déjà partie. Yajin arrive enfin à son appartement. Il trouve des taches de sang dans le couloir et des insultes sur sa porte. Un post-it l'invite sur le toit. Yajin défonce la porte du toit, faisant une entrée de vrai dur à cuire. Là, une bande de voyous entoure le gros, amoché. Yajin brandit la note et demande si c'est eux qui l'ont laissé. Il commence à se moquer de lui à propos de sa sœur, se demandant à quel point sauter du toit a dû être douloureux, et suggère à Yajin d'essayer lui-même. Cette provocation sans âme pousse Yajin à bout. Le chef du gang ordonne à ses amis d'attaquer. Ces idiots ignorent en charge, sans se rendre compte qu'ils ne combattent pas le même Yajin brisé d'avant. Ils combattent un homme doté de la force d'un berserker. Yajin se souvient des enseignements de Jerry. Alors qu'il charge vers les escaliers, Yajin saute de sa position et atterrit pile sur le toit. Il se jette sur le voyou qui donnait des ordres. Profitant de la panique du type, Yajin lui assène un coup de genou qui lui brise le nez. Un autre voyou balance un coup de batte. Yajin esquive et contre-attaque avec un coup de poing qui lui brise les côtes. Au prochain coup de batte, notre héros n'esquive pas. Il canalise son Bruce Lee intérieur et bloque le coup. La batte heurte son bras et vole en éclats. Il fusille du regard l'adversaire restant tel un monstre assoiffé, lui inspirant assez de peur pour le faire s'effondrer au sol, terrifié. Yajin pointe un éclat tranchant sur le cou de ce type, menaçant de leur infliger la même douleur. Inutile de dire que ce type est maintenant mort de peur, suppliant pour sa vie,
et insistant que tout était de la faute de Minjaï et qu'il avait misé sur le mauvais cheval. Agacé mais miséricordieux, notre protagoniste dit à ses clowns de dégager, et ils partent en s'entraidant. Ce type qui ressemble au fils de Donald Trump, roué de coups, demande de l'aide à notre protagoniste. Mais Yajin se contente de le fixer avec un regard incroyablement furieux. Dans la scène suivante, il emmène le gros chez lui et soigne ses blessures. Les bleus ne sont pas une blague. Mais plus que ça, Bajon est en plein conflit émotionnel et s'excuse pour tous les ennuis. Notre protagoniste lui pardonne, mais ce gros a une véritable crise émotionnelle et marmonne plusieurs noms que notre héros ne comprend pas bien. Un instant, le gros lard explose contre Yajin, l'insultant et hurlant que Minjaï a essayé de faire passer Yajin pour le frère qui a vendu sa propre famille. Inquiet, notre protagoniste décide d'écouter tranquillement et demande tous les détails sur le plan de cet idiot. Plus tard, Minjaï apprend qu'ils l'ont attrapé à Yong. Le rouquin est un peu agacé que ça ait demandé autant d'efforts. Ayong n'a pas l'air en pleine forme, son visage est tout amoché par les coups. Minjaï gifle son subordonné qui l'a frappé sans discernement, alors que ce n'était pas le moment. Ayong rit et traite cet imbécile d'idiot. Alors Minjaï s'approche, l'attrape par les cheveux, et se moque d'elle pour avoir désobéi aux ordres, même si c'est lui qui les avait donnés. Elle lui a littéralement craché au visage, et bien que certains d'entre nous aient pu apprécier, l'ego de Minjaï a été sévèrement blessé. Ayong le traite d'imbécile, car il ne sait même pas pourquoi elle se cachait. Et Minjaï, par frustration, au nom de l'égalité des sexes, lui donne un coup de pied, en voyant son corps tremblant s'écraser au sol. Le rouquin, plein d'agacement, réalise soudain que tout son plan est maintenant fichu quand un de ses subordonnés partage une nouvelle information. Les types qu'il a envoyés après Yajin sont tous injoignables pour une raison ou une autre, et comme rien ne va, la tension de Minjaï monte à nouveau. Ces deux stupides subordonnés se regardent, confus, tandis qu'ils réalisent qu'attendre l'approbation de Jonggu pourrait vraiment lui causer des ennuis car la situation devient difficile à contrôler. Pour donner une nouvelle série d'ordres, il rassemble les clowns et explique qu'ils suivront le plan initial de tabasser Yajin à moitié mort, peu importe ce que dit le grand patron. Le rouquin, comme un fou, dit que ses propres compétences suffisent à faire le travail. Après tout, c'est lui-même qui est responsable de la mort de la sœur des Yajin. Ce type se prend pour le fils des Ayanokoji et de Light Yagami, mais il ne fait qu'échouer encore et encore. Quoi qu'il en soit, sa situation devient un problème parce que Ayong a ruiné une partie du plan, mais Minjaï pense qu'une légère modification est nécessaire. La nouvelle histoire est simple. Ils la présenteront comme la pauvre petite amie abandonnée et maltraitée par son cher petit ami. De retour à notre protagoniste, Yajin vient d'apprendre que Ayong a été capturé. Le gros ajoute que comme on aurait dit que Ayong et lui sortaient ensemble, Minjaï allait utiliser ça dans son stratagème pour faire croire que le frère Diary voulait l'argent de l'héritage. Notre protagoniste apprend aussi que le principal coupable est Jonggu, mais en réalité, le rouquin lui-même n'avait pas reçu de confirmation en bonne et due forme du patron, ce qui signifie que Minjaï agit vraiment de son propre chef. En fait, les types que Yajin a tabassés sur le toit tout à l'heure étaient aussi confus, ne sachant pas si toute l'opération avait été conçue par Jonggu. Le gros lard a réalisé à ce moment-là qu'il voulait l'approbation de Jonggu, ce qui suggère un conflit d'intérêts entre les deux leaders. En entendant cela, Yajin dit à Bajon de rester dormir pour la nuit afin qu'il puisse aller à l'école demain. Notre protagoniste va sortir pour une petite mission, et cette fois, il ne sera pas seul. Cela nous amène au flippant Toji aux cheveux longs, qui est actuellement déprimé d'avoir été déjoué par une bande de lycéens. Soudain, un appel arrive du chauffeur numéro 1. C'était en fait son homme clé, Minjaï, qui se fait immédiatement gronder par Jonggu pour avoir traité tout ce bordel comme une blague. Jonggu est furieux que le rouquin ait perdu la tête et ne sache même pas ce qu'il fait de son plan, promettant même de déchiqueter le type la prochaine fois qu'il le verra. Mais voici un retournement de situation intéressant. Minjaï commence à répondre à son patron, disant que son attitude est à chier. En fait, il démissionne officiellement de son poste de chauffeur pour ce type, lui suggérant de continuer ses trucs de salle de sport de loser tout seul. La conversation n'a fait qu'attiser la rage de Jonggu, qui écrase son téléphone dans sa main, riant de l'audace de ces gamins qui se frottent à lui. Ce type est si fou qu'il veut se battre avec des lycéens et leur arracher la bouche, mais soudain une voiture arrive, l'éblouissant de ses phares. C'est notre fille préférée aux cheveux bicolores avec un grand sourire, tandis que Jonggu est surpris que ces gamins sachent même conduire. Avec assurance, elle le fusille du regard, et il se demande si elle est assez audacieuse pour essayer de le percuter avec sa voiture. Pour prouver ce qu'elle avance, la fille appuie sur cette foutue pédale et fonce sur lui à toute vitesse, et ce type la regarde sans crainte. Au moment où il réalise que cette femme ne va pas s'arrêter, la réalité commence à s'effondrer pour Jonggu. Elle arbore un air indifférent, provoquant un moment de panique où il perd son sang-froid. Effrayé, il finit par esquiver vers la droite, ce qui rappelle une certaine scène d'un certain combat dans Dragon Ball Z. Jonggu est en piteux état, et elle arrête la voiture juste à côté de lui, se demandant si elle a réussi à lui faire peur. Il commence à réaliser sincèrement qu'elle est bien plus folle que lui, mais elle scène fiche et lui assène un uppercut émotionnel en lui disant qu'il a été abandonné par son patron, Gecko. C'est un choc pour Jonggu, et elle lui fait un doigt d'honneur avant de partir, laissant ce type râler comme il le fait toujours. Elle appelle Ajin, à qui elle n'avait pas parlé depuis un moment. Notre Ajin lui demande une faveur, expliquant que Minjaï est à ses trousses.
Pensant que tout est une blague, elle mentionne nonchalamment qu'elle vient de parler à Jong-gu. Et malgré ses actions, il sait que ce fou de muscles continuera à les pourchasser. La scène se déplace maintenant vers le dojang. Ha-young se fait sévèrement tabasser. Elle a été frappée juste assez pour ne pas perdre connaissance. Les sbires de Minjae ne comprennent pas pourquoi il frappe la cible, mais le rouquin a ses propres objectifs et menace à nouveau Ha-young. Il veut une vidéo dans laquelle elle avoue que Ha-jin l'a frappé. Mais même si son corps est couvert de bleu et de blessures, elle refuse de le mettre dans le pétrin, disant plutôt que c'est Minjae qui a fait tout ça. De nouveau en colère, le rouquin commence à lui donner d'impitoyables coups de genou dans le ventre, comme pour lui graver dans la mémoire qu'elle doit parler des Ha-jin. Même les sbires de Minjae en arrivent à dire « Attends, mec. C'est trop. » Mais ce type est un fou d'un autre calibre. Il n'arrête pas, même s'il est à bout de souffle. Ignorant la peur de ses sbires, il saisit une bouteille et la menace de lui fracasser le crâne avec. C'est alors que quelqu'un intervient dans la bagarre. Il porte un dobok de taekwondo, et nous savons tous de qui il s'agit. Quand Minjae se retourne, sa tirade s'arrête en voyant un grand homme au visage sévère lui ordonner d'arrêter immédiatement. Dès qu'il voit un homme de sa corpulence, il devient un lâche, et notre grand maître vérifie l'état précaire de Ha-young, furieux de son état pitoyable. Minjae n'a aucune idée de ce qui se passe. Il panique tandis que l'homme la soulève du tas d'ordures. Le rouquin, son ego blessé pensant que l'étranger se moque de lui, prend la bouteille et la fracasse rapidement à l'arrière de sa tête. Au lieu de tressaillir de douleur, le maître calme se contente de regarder, et Minjae pense avoir le dessus. Mais s'ensuit le regard le plus diabolique venant de la personne la plus gentille du monde. Le genre de regard qui dit « T'es foutu ». Ce regard terrifie Minjae et ses sbires au point qu'ils en pissent presque dans leurs pantalons, et l'homme passe à côté d'eux, emmenant Ha-young hors de la ruelle, blessant une fois de plus l'ego du rouquin. De retour avec Sayuri, elle essaie d'élaborer un plan, sachant que Jong-gu viendra bientôt se venger. Alors, notre agent suggère qu'ils se retrouvent au dojang de taekwondo, pensant qu'ils seront plus en sécurité avec le maître. Elle est surprise que le dojang soit encore ouvert à cette heure, mais le plan est fixé, Ha-jin contactera maître Jerry et ils se retrouveront au même endroit plus tard. En parlant de ça, nous voyons Minjae s'introduire dans le dojang de Jerry. Il tremble d'humiliation et s'enfiche si l'étranger l'apprend. Le rouquin souligne qu'il est celui qui a envoyé Jita aux soins intensifs. Il ajoute également que c'est lui qui a frappé la tête du maître avec la bouteille plus tôt. Minjae semble avoir une sorte de complexe divin, comme s'il n'était pas un simple voyou mais une sorte de dieu super saiyan des voyous. Il reformule son plan et a l'intention de renverser la situation, ordonnant à ses sbires de saccager l'endroit en 30 minutes, car il ne laissera pas son plan échouer. Et nous arrivons à l'hôpital où Jerry a emmené Ha-young en sécurité, et Yu-gyong vient le voir, inquiète. Elle commence à le frapper, disant qu'il a encore mis quelqu'un en danger et cesse de blesser lui-même, mais il promet qu'il n'y est pour rien. Yu-gyong voit l'état de Ha-young couverte de blessures, et le maître explique qu'il a trouvé la jeune fille dans une ruelle. En fait, c'est à ce moment qu'il se souvient que ces types en ont après Ha-jin et Sayuri, et il dit à Yu-gyong de se dépêcher de la contacter. Yu-gyong, un peu agacé, s'apprête à appeler son propre lieu de travail avant tout le monde, malgré leur tardive. Elle appelle son chef, et nous apprenons ici que cette femme est une huile au poste de police. Ha-jin se précipite ici, heureux que le dojang du maître soit encore ouvert. Il est vraiment excité à l'idée de rencontrer Jerry, mais il fait face à la réalité en découvrant que tout le dojang a été saccagé. Le rouquin est heureux de revoir son vieil ami, mais notre Ha-jin ne peut même pas comprendre ce qui se passe. La porte est fermée à double tour, et Ha-jin est maintenant complètement encerclé. Le rouquin annonce qu'il a démissionné de son poste avec Jong-gu et qu'il a l'intention de devenir lui-même un Reker, et de gagner une fortune en vendant le frère d'Ehari. Minjae ajoute qu'il a un talent pour filmer les gens au moment de leur mort. Après tout, il cesse de débarrasser des deux membres de la famille qui comptaient pour notre protagoniste, et maintenant c'est son tour. Le rouquin est un psychopathe et a l'intention de transformer sa victime en déchet humain. Le passage à tabac commence, et alors que le premier type se précipite pour attaquer Ha-jin, ce dernier rassemble ses émotions et se remémore tous les événements importants jusqu'à présent, la douleur qu'il a endurée avec Sayuri, la façon dont il a rencontré Jerry, comment Yu-gyong l'a traité, et enfin, comment le maître lui a offert ce dojang comme un foyer. Alors que la batte se dirige vers sa tête, Ha-jin pivote et décoche un puissant coup de pied au visage de l'homme, le mettant KO. Il réalise enfin ce qu'il doit faire. Alors que Ha-jin en met un à terre, les hommes autour de lui sont intimidés et démoralisés, et Ha-jin élabore une stratégie pour les éliminer un par un. La chose la plus intelligente à faire est de les isoler, car il n'a aucune chance de gagner s'il se fait attaquer en groupe, surtout en infériorité numérique. Pour s'assurer de la victoire, Ha-jin vise leur chef, mais le rouquin, lisant dans ses pensées, se moque de lui pour avoir même pensé à une telle stratégie. Il rassure ses sbires de ne pas avoir peur, puisqu'il a de toute façon piégé sa proie seul. Après tout, que pourrait faire ce type s'ils l'attaquaient tous ensemble? Minjae ordonne une attaque coordonnée, et deux d'entre eux se jettent sur lui simultanément, mais notre agent parvient de justesse à s'en sortir indemne. Et, oui, One Piece est réel. Reprenant sa position, Ha-jin subit une nouvelle attaque de deux voyous, bloquant cette fois l'assaut de front et gémissant de douleur. Il riposte avec un jeu de jambes et un coup de pied parfait, projetant un type sur un autre et éliminant les deux en même temps. Déjà à bout de souffle à cause du combat,
Avant même que notre agent ne puisse reprendre sa respiration, un type le surprend en le frappant violemment à la jambe. Mais même ainsi, il n'abandonne pas et le met KO d'un coup de poing, éliminant un autre homme. Jusqu'à présent, l'armée d'un seul homme se défend réellement, ce qui surprend Minjae. Cette fois, il donne à ses sbires une nouvelle motivation, promettant une prime en espèces à celui qui fracassera la tête des agents en premier. Notre agent est à bout de souffle. Ses jambes lui font mal, et il a du mal à garder sa garde. Un des types derrière lui crie comme un idiot avant d'attaquer, permettant à Agin de l'esquiver et de se positionner contre un autre type devant lui. Agin se prépare à l'attaque du type qui approche en balançant de toutes ses forces, et il finit par la bloquer. Utilisant cet élan, notre Agin pivote complètement, fixe son ennemi et lui décoche un puissant coup de pied dans le ventre, démolissant ce type qui se tenait juste à côté de Minjae. À ce stade, le rouquin est plutôt impressionné. Même si notre Agin est à bout de souffle, le combat était trop à sens unique. Minjae n'aime pas la situation jusqu'à présent, car sa vidéo devient ennuyeuse pour les spectateurs. Pendant que ce clown se soucie de sa vidéo, Agin explose avec une vitesse incroyable et lui hurle dessus, demandant pourquoi ce salaud fait tout ça. Malheureusement, alors qu'il charge aveuglément son ennemi, l'un des types que Agin avait mis à terre le flanque par derrière. La scène passe maladroitement à Sayuri qui reçoit un appel de Yudion se plaignant que Jerry ne répond pas à ses appels. La dame demande comment va Sayuri, et Sayuri, confuse, apprend ce qui s'est passé à l'hôpital. Sayuri panique en réalisant que l'incident a eu lieu près du dojang, et Yudion lui demande si elle a impliqué Agin avec des enfants dangereux. Sans plus la réprimander, Yudion lui dit d'aller trouver Agin et de le mettre en sécurité d'abord. Sayuri accepte ses instructions et l'appel se termine là, mais Jerry s'inquiète et veut savoir ce qui s'est passé. Elle ne lui dit rien et vérifie plutôt à Young, qui semble avoir repris conscience. Nous revenons à Sayuri qui se rend au dojang, espérant désespérément que son mauvais pressentiment soit faux. En montant les escaliers, elle découvre des taches de sang ainsi que des empreintes de pas. Se dépêchant encore plus, elle ouvre la porte avec fracas et se précipite pour trouver Agin. Mais quand elle arrive, elle voit notre Agin debout au milieu, après avoir démoli tout le groupe. Il s'est occupé de l'idiot qui l'a frappé à la tête et il est toujours debout. Inquiète pour son état, Sayuri se précipite à toute vitesse pour l'attraper, le suppliant de s'arrêter. Mais notre Agin la regarde avec un regard meurtrier, comme s'il ne pouvait plus le supporter, et charge aveuglément, ne la reconnaissant pas comme une amie. Sayuri parvient de justesse à l'esquiver alors qu'il s'effondre au sol. Elle lui pardonne en raison de son état grave, mais la fille aux cheveux bicolores est en colère. Elle vérifie son état ensanglanté, le suppliant de se relever. Agin, à peine conscient, la reconnaît, et elle se dépêche d'appeler les secours pour lui. Malgré toutes ses blessures, ce pauvre gars reste obsédé par son objectif de traquer Minjae, qui s'est enfui. En parlant de ça, Minjae est actuellement assis à un bureau. Son visage est couvert de bleu à cause des coups qu'il vient d'endurer. La douleur le tourmente, mais tout ce qui l'importe, c'est de mettre en ligne cette vidéo pour anéantir à jamais la réputation et la carrière des Agins. Avant que la vidéo ne soit mise en ligne, quelqu'un claque sa chaise, attirant l'attention de Minjae. La main appartenait à quelqu'un de familier, et alors que Minjae regarde avec horreur, il salue le rouquin avec une grande joie. C'est Jongu, le diable en personne, qui se moque du gamin pour son manque de manières. Sur les lieux du dojang, la police est arrivée rapidement pour s'occuper des blessés. Yudion s'approche pour saluer son supérieur. Elle est venue ici pour ses propres raisons et observe Sayuri de loin. Yudion dit en plaisantant à son aîné de prendre un parapluie, puis monte voir comment va Sayuri qui boude. Elle sourit à la jeune fille qui évite son regard, attirant son attention. S'asseyant calmement, elle commence à parler de leur première rencontre. Le temps était exactement le même. Il pleuvait. À l'époque, la police enquêtait sur une affaire, et Yudion a senti une odeur de brûlé. Il s'est avéré que la famille du propriétaire d'une usine de raviolis avait été retrouvée morte à cause d'une rumeur lancée par une vidéo. Plusieurs personnes étaient mortes, et on se demandait si elles n'avaient pas été transformées en déchets. Yudion s'est mise très en colère contre son aîné qui manquait de respect envers les défunts. À ce moment-là, elle a entendu un bruit et a demandé à son aîné s'il l'avait entendu aussi. En suivant l'origine du son, ils sont arrivés à un placard et ont ouvert la porte. Là, ils ont trouvé une jeune fille inconsciente et ont immédiatement appelé une ambulance. L'ambulance est arrivée. Sayuri a été emmenée dans un état critique, et la pauvre enfant pleurait en disant qu'elle voulait voir sa mère. Pendant ce temps, Jerry et Yudion ne pouvaient pas avoir d'enfant. C'est pourquoi ils ont toujours considéré cette jeune fille comme leur propre fille. C'est aussi la raison pour laquelle elle espère que la jeune fille lui dira tout ce qui se passe. C'est la seule façon de l'aider. La jeune fille, tremblante, s'excuse de sa précipitation et commence à pleurer, effrayée que le dojang soit dans cet état parce qu'elle n'a pas parlé plus tôt. En la voyant dans cet état, Yudion la prend dans ses bras sans dire un mot. La scène se déplace aux soins intensifs. Notre protagoniste se repose et récupère, quand Jerry le fixe comme un spectre. Il le réveille en sursaut, lui causant presque une crise cardiaque. Yajin réalise qu'il a été emmené à l'hôpital et s'excuse pour le désordre au dojang causé par ses actions. Au lieu de le gronder, le maître lève le pouce, disant qu'il a parfaitement géré la situation. C'est un rebondissement assez intéressant, car Jerry ne se soucie que du fait que le garçon s'est protégé avec les techniques qu'il lui a enseignées. Quant au dojang, ce n'est finalement pas si important.
Une fois de plus, Yajin se sent sincèrement coupable d'avoir laissé les choses en arriver là, mais le maître le rassure en lui disant que tout va bien. Yugyeon va demander plus de détails à Sayuri. Tous deux se demandent comment ces deux jeunes ont pu se retrouver mêlés à de si mauvaises personnes et ce qui s'est passé. Yajin est déjà surpris que Jerry en sache autant, mais en réalité, c'est parce que Ayong lui a expliqué la situation. En entendant son nom, Yajin s'écrie qu'elle n'a jamais été l'amie d'Yari. Et bien qu'entendre le nom de Ayong soit difficile pour lui, le maître lui dit de se calmer. Après tout, Ayong a décidé de tout raconter en détail. C'est alors que Jerry ouvre les stores, révélant que Ayong se trouve juste à côté de notre protagoniste. Elle est dans le même état pitoyable, et son histoire commence enfin. Ayong commence son récit en disant qu'elle ne savait pas beaucoup sur l'information. Tout ce qui l'intéressait, c'était de jouer un rôle et de gagner de l'argent pour ça. C'était de l'argent facile, et grâce à ça, elle pouvait s'acheter tout ce qu'elle voulait. Le temps a passé, Ayong vivait sa vie comme d'habitude jusqu'au jour où un de ses amis lui a annoncé la nouvelle choquante de la mort d'Yari. La blonde de son groupe d'amis s'est moquée de la mort d'Yari avec sarcasme, attendant la réaction de Ayong. Mais à la surprise de ses amis, Ayong est restée silencieuse. Elle a délibérément réagi comme si la situation ne l'affectait pas, mais à l'intérieur, elle était ébranlée. Elle admet qu'elle a contribué à la mort d'Yari, qu'elle était littéralement une garce, une salope. Mais à partir de là, les choses ont pris une tournure vraiment effrayante. Chaque nuit, Ayong restait assise dans sa chambre, terrifiée, et devait voir le cadavre horrible d'Yari l'assaillir. Mon Dieu, j'espère que ça n'apparaîtra pas dans mes cauchemars. Comme les nuits devenaient insupportables, Ayong a commencé à faire la fête toute la nuit et a fini par quitter la maison. Elle a ensuite dépensé tout l'argent qu'elle avait reçu de Minjae et a dû survivre en faisant des petits boulots pour lui. Jita l'a trouvée, surpris qu'elle ait fait partie de leur groupe tandis que Jonggu le réprimandait pour bloquer le passage. Lui aussi l'a remarqué à ce moment-là et s'est souvenu d'avoir vu Ayong quelque part. Jita a partagé le fait que Ayong était impliqué dans la vidéo de Minjae concernant Yari, fournissant ainsi à son patron les informations dont il avait besoin. Loin de remercier Jita pour sa suggestion, il l'a menacé de le tabasser et de l'envoyer à l'hôpital s'il ouvrait encore la bouche. Jonggu a élaboré un plan avant de lui proposer un travail basé sur ses compétences, et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré pour la première fois cette ordure de Jonggu et le genre de personne avec qui il travaillait. Pour le rouquin, attaché et tremblant comme un chiot devant Jonggu, c'est la fin. Le chef, furieux que la vidéo n'ait même pas été enregistrée correctement, lui assène un coup de poing douloureux dans le ventre et le réprimande pour avoir osé se croire à son niveau. Pendant que Minjae hurle de douleur, Jonggu se moque de Jita en disant qu'il n'a fait que servir de larbin à cet imbécile de rouquin. Quand il nie la situation, Jonggu éclate de rire, réalisant que Jita n'a suivi les ordres du rouquin que pour l'argent promis. Le psychopathe musclé trouve pathétique que la fierté de ce type ait été brisée pour quelques sous, et admet avoir lui-même connu l'humiliation. Il propose à Jita une chance de tout recommencer et de rejoindre la famille Jonggu. Mais pendant qu'il dit cela, les larmes coulent des yeux de Minjae. Jita rejoint le groupe. Ainsi, pour sa première mission, Jonggu lui confie la tâche de tabasser le rouquin comme un chien, et un seul regard de sa part suffit à Jita pour obéir instantanément. Il frappe pitoyablement Minjae au visage. Jonggu se demande s'il n'est pas en train de savourer le sentiment de supériorité, au lieu d'être une mauviette. Le rouquin supplie et implore avec l'air le plus pitoyable possible, mais Jita refuse néanmoins d'obéir et continue de lui marteler le visage. Retournons à Jerry et son dojang. Malheureusement, l'endroit a été fermé temporairement. Yugyeon souligne que des innocents souffrent à cause de l'imprudence de quelques-uns. La situation a dépassé ce qu'ils pouvaient gérer tous les deux. Concernant l'histoire de Ayong, la femme de Jerry pense que la situation a dégénéré en une tentative de meurtre évidente. Juste au moment où Sayuri allait intervenir, Yugyeon comprend soudain toute la situation et réalise que cette fille l'a entraîné intentionnellement depuis le début. Notre protagoniste intervient, disant que c'est lui qui voulait devenir plus fort car il était complètement perdu et n'avait nulle part où aller après avoir perdu sa mère et sa sœur. Sa rencontre avec Sayuri a changé cela. Elle a exaucé son souhait, et pour cela, il lui est extrêmement reconnaissant. Yugyeon poursuit son interrogatoire, demandant comment ils sont entrés en contact. Et juste au moment où Yajin s'apprête à expliquer, Sayuri révèle elle-même son lien en tant que driver pour un groupe de cyber-hackers. Yugyeon ne comprend absolument pas ce que cela signifie, alors Sayuri lui explique en détail. Le rôle d'un driver est de déterrer des problèmes de société et de trouver des sujets sensationnels pour du contenu. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Yugyeon demande si les cyber-hackers lui ont dit d'approcher Yajin, et c'est là que nous apprenons que c'est à moitié vrai. Après avoir réalisé qu'ils partageaient la même douleur, celle d'être laissé seul, elle a volontairement décidé de protéger Yajin des hackers. Maintenant, tout devient une série de questions alors que Yugyeon interroge la jeune fille sur ses parents. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Sayuri dit elle-même que la loi n'a pas été assez forte pour protéger sa famille. À cause d'une seule vidéo stupide, sa famille a été détruite. La rumeur selon laquelle il mettait des déchets alimentaires dans les raviolis de l'usine familiale, tout cela était une fabrication créée par un hacker. Les gens se sont déchaînés sur ce contenu et ont répandu la rumeur comme une traînée de poudre, les poussant finalement à la mort. Sayuri pleure à chaudes larmes, demandant pourquoi personne n'a cru un seul mot de ses parents, et comment sa famille a fini par être complètement acculée. La même merde est arrivée à Yajin.
Une histoire fausse a coûté la vie à une innocente, et ceux qui ont orchestré la situation ont gagné en notoriété et en richesse grâce à cela. La police n'arrête même pas des gens comme ça. Et alors qu'elle perd le contrôle, Yajin la calme et permet enfin à Yu-Gi-Oh de parler. Elle comprend que des décisions ont été prises à la place de Sayuri, mais s'impliquer davantage dans ce pétrin pourrait leur créer leurs propres problèmes. Elle veut donc qu'ils arrêtent tous maintenant, mais Sayuri s'oppose avec défi à son conseil, car sa cause est plus importante. Elle repousse sa main, s'excuse, et sort en trombe, laissant également Yajin seul. Jerry, ce type génial qui ressemble à un Golden Retriever, la salue nonchalamment, mais se fait ignorer de la même manière. Notre protagoniste la poursuit, mais le maître l'arrête, lui demandant de bien prendre soin de Sayuri et de ne pas se blesser en chemin. Il rassure le gentil maître en lui disant de ne pas s'inquiéter et court pour la rattraper. Pendant ce temps, Yu-Gi-Oh et Jerry sont laissés impuissants, incapables de donner de meilleurs conseils aux jeunes. Dans la scène suivante, la fille Driver et notre protagoniste prennent la route. Elle demande à Yajin s'il a enregistré l'interview de Ha-Young, et il acquiesce, tout en l'évitant toujours. Comme ils sont tous les deux mal à l'aise avec la situation actuelle, Yajin commence à raconter comment Ha-Young a été entraîné dans le groupe de Wreckers créé par Jong-gu. Il semble qu'un type nommé Gecko soit le principal leader qui dirige tout ça. De nombreux autres gardes du corps ont été engagés, ce qui montre clairement que la situation est bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Sayuri soupçonne l'implication et le soutien financier d'une grande entreprise. Au final, tout ce bordel a toujours été une question d'argent. Avoir plus de 10 gardes du corps est impossible avec les seuls revenus du contenu, ce qui suggère des liens plus profonds en coulisses. Ha-Jin partage également un point étrange qui le dérangeait le plus. Avant de partir, Jong-gu avait une dernière chose à dire, révélant le sujet de discussion favori de Gecko et des autres cyberharceleurs. Ce sujet est lié à Jess Entertainment, la société rivale du groupe d'idoles K-pop With Girls. Freinant brusquement, Sayuri pense qu'ils devraient parler à leur destination, et Ha-Jin lève les yeux vers l'immense bâtiment d'une société de médias. L'objectif de Sayuri est d'aider à trouver des indices ici, alors ils entrent, rencontrent une secrétaire et sont calmement conduits à la salle des archives. C'est une zone réservée au personnel. Ha-Jin a un peu peur, mais Sayuri le rassure en lui disant qu'il ne sera pas kidnappé. Lorsqu'un employé passe sa carte pour s'authentifier, ils accèdent à de nombreux fichiers. Ici, une personne que Sayuri connaît, un certain Monsieur Wall, est assis à un bureau. L'opérateur principal de la chaîne Blue Wall TV est le directeur de l'entreprise, il accueille ses drivers. Il a beaucoup entendu parler des Ha-Jin par Sayuri, mais notre protagoniste est encore en train de comprendre la situation, ne sachant pas pourquoi cet homme est appelé Wall. Elle s'excuse au nom de notre protagoniste, assurant l'opérateur que Ha-Jin est encore en formation. Pour faciliter les choses, l'homme décide de montrer une vidéo pour une présentation en bonne et due forme. Je ne sais pas si c'est une faveur, mais c'est suffisant pour une première rencontre. La vidéo commence avec Blue Wall qui se présente, couvrant des nouvelles allant de la pire catastrophe mondiale, les attentats du 11 septembre, au lancement d'une fusée par une société appartenant à Elon Musk. Qu'il s'agisse de guerre ou de progrès technologique, les bonnes et les mauvaises nouvelles du monde continuent. Mais l'opérateur pose une grande question. Pourquoi les gens croient-ils à des choses qui ne se passent pas sous leurs yeux? Cela se produit par le biais du sensationnalisme des médias, du piège à clic parmi d'autres fausses informations. Ce même désir de drame et de piège à clic peut ruiner la vie de quelqu'un. Et ensuite, il parle des vidéos qu'il réalise lui-même. Une chaîne YouTube avec 2 millions d'abonnés n'est pas différente. Chaque histoire est intentionnellement conçue pour que les gens la consomment par amusement, par ennui ou par curiosité. Cela commence et se termine par le concept de dévorer les médias, et les gens les consomment avec plaisir. Blue Wall veut arrêter ce consumérisme, même si sa chaîne est supprimée ou si son nombre d'abonnés diminue. Il recevra peut-être des menaces de mort, mais son arme secrète est l'histoire complète couvrant les détails de l'affaire du meurtre d'Yari. L'opérateur déclare froidement que Yari ne s'est pas suicidé, mais que sa mort était un meurtre méticuleusement orchestré. Une fois la vidéo terminée, Ha-Jin semble halter, probablement à cause du stress post-traumatique, et Sayuri le réconforte. Il se demande quand l'opérateur publiera la vidéo. Le seul problème est qu'ils n'ont pas encore attrapé le leader, Gecko. En entendant parler du projet visant à rendre justice pour la mort de sa sœur, Ha-Jin est enflammé par la détermination d'attraper Jong-gu ou Gecko pour cette cause. C'est exactement ce que l'opérateur voulait entendre, et il a maintenant confirmé la détermination du garçon. Pour commencer, il montre à Ha-Jin le bâtiment du Jess Center, le rival de With Girls. C'est considéré comme un lieu suspect, mais jusqu'à présent, aucune preuve liée à l'implication de Gecko n'a été trouvée. La société de divertissement elle-même est aussi pointue et prudente que les médias. D'ailleurs, cet homme a même créé un organigramme en bonne et due forme pour relier tous les points, associant Jess Entertainment à Gecko, ce qui mène ensuite à Jong-gu et aux autres. Tout ce système prospère sur l'avidité pour l'argent, mais un détail intéressant que Ha-Jin remarque est l'organe directeur au-dessus de Jess Entertainment. C'est quelque chose que même l'opérateur ignore, mais il soupçonne qu'une organisation beaucoup plus grande est impliquée. Au final, ils sont les seuls à pouvoir trouver des indices dans cette affaire, mais l'opérateur rappelle à Sayuri que ça va devenir plus difficile à partir de maintenant. Ha-Jin est obsédé par la mission de les attraper, mais Blue Wall ne veut pas qu'ils partent sans un cadeau spécial. Alors qu'il tend un téléphone portable au garçon,
Sayuri devient immédiatement jalouse car même elle n'a pas reçu de téléphone spécial de sa part. En fait, c'est un appareil à utiliser pour capturer des preuves. Dès qu'il appuiera sur le bouton d'enregistrement, tout sera diffusé en direct sur la chaîne, et l'influence des 2 millions d'abonnés sera utile. Sayuri se plaint de ne pas avoir reçu un jouet aussi spécial, mais l'opérateur fait beaucoup plus confiance à Agin dans ce cas. Fait intéressant, nous apprenons ici que la chaîne n'est pas gérée par une seule personne, mais par plusieurs. Même Sayuri est surprise car elle pensait qu'il était celui qui tirait toutes les ficelles tout seul. C'est vrai qu'il dirige l'organisation, mais il y a d'autres membres comme Shark ou Octopus. En gros, c'est un réseau de plusieurs techniciens travaillant dans l'ombre pour révéler la vérité. En résumé, ce n'est pas une chaîne personnelle, mais une petite entreprise en soi. Et le simple fait de posséder un appareil comme ce téléphone fait peur à Agin, qui le ressent comme une arme. Sur ce, Sayuri le félicite officiellement d'être devenu un vrai driver. Pendant qu'il plaisante, l'opérateur se rappelle que ce téléphone est une arme entre les mains du garçon. Il est vraiment curieux de savoir quel genre de personne le garçon deviendra et comment il utilisera une telle arme. La nuit tombée, Agin et Sayuri se dirigent vers leur prochaine destination, discutant des raisons pour lesquelles Minjae a attaqué le dojo. Notre protagoniste veut trouver une preuve directe que Jonggu et Gecko sont en conflit. Et pour ce faire, l'implication de Minjae est essentielle. Le gros problème est qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où ce stupide rouquin s'est enfui, ou si Jonggu le protège intentionnellement. Sayuri suggère de traquer Jita à la place, mais Agin craint que Jonggu ne détruise les preuves de Minjae, ne laissant rien derrière. La rusée Sayuri dit qu'elle va tendre un petit piège, en commençant par Jita, qui est devenu le serviteur de Jonggu après avoir été brutalement battu par lui à l'hôpital. Cela signifie qu'il est très probable que Jita en veuille aussi secrètement à son patron. Sur la base de ces informations et de l'adresse obtenue de Hayong, il décide de se rendre à l'endroit où Jita rassemblait les enfants. Après tout, il est probable qu'ils le trouveront là-bas. Sayuri s'y précipite, excité. Et dans la scène suivante, notre duo fouille une ruelle sombre pour trouver la bonne cachette. Il marche encore et encore jusqu'à ce qu'il tombe sur un sous-sol. Sayuri sort immédiatement sa fidèle matraque, se préparant à toute attaque surprise, et exhorte Agin à rester sur ses gardes également. Tous deux sont en pleine posture défensive, et notre protagoniste saisit prudemment la porte, hochant la tête pour rassurer Sayuri avant de l'enfoncer. À l'intérieur, il n'y a rien d'autre que des tas d'ordures éparpillées. L'odeur seule est écœurante. Et en voyant le tas de déchets alimentaires, Sayuri soupçonne qu'ils ne sont pas venus ici depuis un moment. Agin se demande s'ils sont tous partis et va vérifier une autre pièce, ignorant que quelqu'un les espionne secrètement avec une grande joie. Alors que notre protagoniste cherche des indices, une silhouette bleue surgit soudainement, attirant son attention. Il crie à la personne de s'arrêter, mais celle-ci claque la porte, piégeant notre protagoniste. Agin réalise qu'ils sont complètement piégés, et Sayuri, venant voir comment il va, découvre qu'ils sont tombés dans un piège. Sayuri demande ce qui se passe, bon sang, et le presse d'arrêter de rêvasser. Agin n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais cette fille n'a pas l'intention de rester inactive. Elle court à toute vitesse et percute la porte avec un tacle énorme, faisant trembler la serrure extérieure. Après quelques coups supplémentaires, Sayuri défonce littéralement la porte, l'emportant avec elle. Agin vérifie son état, mais elle est en colère qu'il soit encore en train de parler au lieu de poursuivre cet idiot. Agin dit qu'il ne laissera pas ce type s'enfuir, et ils se mettent tous les deux à courir pour attraper le Sweat à capuche bleue. Le Sweat à capuche bleue, haletant, notre protagoniste le poursuivant, et Sayuri tout à l'arrière. Une poursuite à couper le souffle commence. Soudain, elle remarque quelque chose sur le côté et s'arrête. C'est une ruelle. Alors elle dit à Agin de prendre le raccourci à droite, ce qui donne au type la suggestion inverse, le faisant finalement tourner au coin à gauche. Agin le rattrape bientôt et réduit à nouveau la distance. Il exige que le type s'arrête, mais l'autre est trop occupé à regarder en arrière et ne voit pas la femme qui se tient devant lui. Sayuri était là depuis le début. Elle l'a piégé en le désorientant. Le type est surpris, n'ayant nulle part où fuir, et elle lui dit de respirer, qu'elle scène charge. Malheureusement, le type abandonne avant même qu'elle ne puisse le frapper et, à la surprise même de Sayuri, il demande juste à être sauvé. Agin non plus ne sait pas du tout ce qui se passe. Et en enlevant la capuche de ce clown, il découvre qu'il est en fait l'un des sbires de Minjae. Le type les surprend tous les deux en disant qu'il est aussi venu chercher son patron, et Agin lui demande pourquoi il le cherche. Le sbire explique qu'il a fait le travail qu'on lui a confié, mais quand est venu le moment d'être payé, Minjae a disparu, alors il veut son argent. Une rumeur circule selon laquelle quelqu'un aurait vu Minjae se cacher dans la planque, c'est pourquoi il cherchait aussi son patron au même endroit que notre duo. Sayuri relie les indices et Agin réalise que Minjae et Jita sont en fait de mèche. Le sous-fifre ne comprend pas du tout pourquoi le nom de Jita est mentionné, mais il se souvient d'une rumeur similaire selon laquelle un homme hospitalisé se promènerait tard la nuit. Sayuri se moque de son audace d'être venu seul au repère de Jita, et cet idiot est alors choqué de réaliser qu'il était en train d'enquêter sur le fameux repère. Sayuri le traite d'idiot ignorant, et il ne fait que la supplier de lui laisser la vie sauve. Agin essaie de le raisonner, mais la fille aux cheveux bleus est agacée par les pleurnicheries incessantes de ce type. Notre protagoniste le menace même de lui faire subir des choses bien pires s'il ose se montrer à nouveau devant eux.
Sur la base de ces informations, Sayuri improvise un plan, pensant qu'il devrait cibler Minjae et Jita. Yajin est d'accord et propose d'aller à l'école. Scène suivante, des voyous ordinaires sèment le trouble et harcèlent à nouveau le gros. Bajon n'a ni la volonté de se battre, ni d'argent à leur donner, alors ces brutes menacent de voler son livret de banque. C'est à ce moment-là que ses sauveurs arrivent. Notre méchante préférée, Sayuri, se moque de ces clowns qui jouent les durs. Les deux types sont figés de surprise, et Yajin demande à leur chef quel est son lien avec Jita. Le chef ne sait rien d'eux, mais à la seule réaction de ses sbires, il devine que l'homme en face de lui est Yajin. Il sait déjà que notre protagoniste a une certaine expérience du combat, mais en même temps, il se moque des Yajin en disant qu'il se la pète juste parce qu'il a battu quelques losers. Pour le faire taire, notre héros attrape sa main et la lui tord dans une position qui brise sa confiance en 1000 morceaux. Sans plaisanter, Yajin le presse de lui dire où se trouve Jita. Et quand un type se montre insolent, Sayuri lui donne un coup de pied au visage. Elle est agacée que ces idiots musclés n'écoutent même pas une simple requête. Un autre avoue que Jita est allé dans le quartier des fugueurs pour aller au karaoké et jouer à des jeux. Apparemment, Jita lui-même a été aperçu près de cet endroit. Un livreur a témoigné qu'il y va habituellement avec 3 autres gamins. Sayuri apprécie enfin quelqu'un qui parle poliment, mais Yajin n'est toujours pas convaincu et se demande si tout ça n'est pas des conneries. Il torture davantage le chef pour obtenir une confirmation solide de la validité de l'information. Tout est réglé ici, il est temps pour eux de repartir. Bajon les remercie de lui avoir sauvé la vie et rougit lorsque la méchante lui fait un clin d'œil cool. Quelques jours plus tard, nous trouvons le gros en train de sortir d'un cybercafé. Là, il tombe sur un groupe qui mentionne le nom de Jita. Poussé par la curiosité, il décide de les suivre et finit par trouver le boss final, Jonggu, qui est encore plus fou et veut frapper des ados délinquants pour le plaisir. Bajon regarde la scène, terrifié, tandis que Jonggu diffuse en direct le sort des gamins qui s'apprêtaient à fumer dans un lieu public. Les commentateurs se moquent de l'un des enfants, l'appelant même One Punch Man, ce qui est honnêtement drôle. Pendant que Jonggu rit, un spectateur décide de faire un don de 1000 wons, voulant plus de spectacle. Pour bien les servir, Jonggu frappe le gamin au visage avec un coup de poing d'aimant, créant le spectacle que ses fans pervers voulaient voir. Bajon observe toute la situation avec horreur, et nous revenons au jour où Yajin et Sayuri l'ont sauvé. Il s'était en fait porté volontaire pour aider notre héros, mais Yajin l'avait prévenu que Jonggu n'était pas à prendre à la légère et qu'il ferait mieux de veiller sur lui-même. Son avertissement est toujours d'actualité, mais si le gros ne fait rien, il restera à jamais inutile. Alors, il sort rapidement son téléphone et envoie un texto à son ami, l'informant qu'il a trouvé Jonggu et qu'il a l'intention de le suivre. La scène passe à un autre type costaud près des Yajin, qui savoure simplement de délicieux ramyons instantanés tout en restant en contact avec Sayuri. Elle le réprimande, disant qu'ils se sont fait avoir par les voyous qui ont divulgué l'information, mais il insiste sur le fait qu'ils doivent attendre que leur cible fasse une erreur. Sayuri pose des questions sur Bajon, et Yajin la rassure en lui disant qu'un plan d'urgence est en place. La fille répond avec le célèbre adage selon lequel tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing dans la figure, et notre héros plaisante en disant qu'il n'a pas été assez frappé pour le savoir. Soudain, l'appât devient réalité lorsqu'il entend un type marmonner le nom de Jita. Yajin jette immédiatement un regard à l'homme et entend en plus le nom de Jonggu. À cet instant, il commence à suivre l'homme, et Sayuri se demande ce qui se passe. Il continue de suivre ce type jusqu'à ce qu'il reçoive un message de Sayuri qui attire immédiatement l'attention de l'homme. Yajin évite les soupçons en faisant semblant de passer en regardant son téléphone. Juste au moment où il dépasse le type, celui-ci se retourne en disant qu'il rentre. Notre héros surprend ses paroles et explique qu'il a enfin attrapé sa cible. Il fait signe à Sayuri d'agir et met son téléphone en mode silencieux un instant plus tard. Elle accourt à sa recherche, demande où se trouve l'homme et apprend qu'il est entré dans une ruelle. Malheureusement, notre héros reçoit le message de Bajon au moment exact où il met son téléphone en mode silencieux. Le gros observe toujours la scène, et Jonggu assure dans le chat qu'il n'a même pas frappé le gamin si fort. Les commentateurs adorent ce traitement. Les likes et les dislikes montent en flèche, et Jonggu en vient à croire sincèrement qu'il n'a même pas besoin de Gecko pour gérer ses affaires. Les chiffres qui grimpent le mettent vraiment de bonne humeur, alors il demande directement aux spectateurs s'ils veulent quelque chose de spécial. Il suggère de frapper aussi les deux autres, mais soudain, la diffusion est automatiquement suspendue pour diffusion de contenu dangereux. Le cerveau musclé de Jonggu n'avait pas anticipé cette conséquence, et alors qu'il se plaint avec irritation, il remarque soudain un groupe de personnes qui l'observent sur le côté. Furieux, il attire l'attention de Bajon qui les pied sur le côté. Et bien que le gros se soit caché à nouveau derrière le coin, il sait avec certitude qu'ils se sont regardés dans les yeux. Le gamin espère ne pas avoir été trop évident en filmant, mais Jonggu s'approche du garçon et le salue en lui demandant qui il est. Le garçon au hamburger est fichu. La scène revient au point de vue des Yajin. Ils suivent toujours le type lié à Jita, et il semble entrer dans un bâtiment. L'homme est en train de ramasser son sac quand il entend soudain un bruit à la porte. Il va voir d'où vient le bruit et trouve une jeune femme qui lui dit calmement qu'il a fait tomber quelque chose au dépanneur. Sayuri lui tend un paquet de cigarettes, attirant immédiatement l'attention de ce type qui veut des clopes gratuites. Il essaie de le lui arracher, mais Sayuri n'est pas du genre à se laisser faire et l'attire à l'extérieur. Le clown énervé ouvre la porte avec force pour le lui prendre,
Mais c'est exactement la situation qu'il voulait, et Yajin est sur le côté, préparant un tasé. Exposé et incapable de faire quoi que ce soit, le type se fait électrocuter au point de voir sa vie défiler, et il s'évanouit instantanément. Le plan a parfaitement réussi. Après tout, Sayuri sait comment ces idiots fonctionnent. Ensuite, il transporte le corps du type à l'intérieur et inspecte une pièce remplie de boissons et de bric-à-brac. Malgré tout ce temps, Jita n'est toujours pas en vue, mais Sayuri dit à Yajin de continuer à fouiller chaque recoin de la pièce. C'est alors que notre héros découvre une pièce intéressante avec un cadenas. C'est une serrure à combinaison, il finit par l'ouvrir et est horrifié par ce qu'il voit. Sa réaction le laisse sans voix, et elle se demande ce qui se passe. Sayuri va voir par elle-même et est tout aussi horrifiée. Plusieurs personnes sont tenues en otage ici, toutes battues et affamées. Ce sont des adolescents fugueurs. Sayuri les rassure en leur disant qu'ils ne sont pas des méchants et leur demande s'ils sont les seuls ici. Inquiète, elle ordonne à Yajin de vérifier également les autres pièces, et la recherche commence avec la première pièce qui est vide. L'une des victimes peine à parler, mais Sayuri reconstitue rapidement ses paroles et presse Yajin de vérifier les toilettes ensuite. Alors qu'il s'approche et tire la poignée, il découvre avec horreur le corps amoché de Minjaï. Le rouquin est complètement sonné et inconscient, et notre héros fait de son mieux pour le ramener à la réalité. Voir ce même clown qui jouait les durs supplier pour sa vie comme un chiot dès qu'il se réveille ne fait que nous demander ce que Jonggu a bien pu lui faire. Même Yajin ne peut pas comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Le bruit de la porte qui force attire l'attention de tous. La scène tendue nous ramène à l'entrée où ils ont tasé l'homme. Quelqu'un essaie d'entrer de force, et ce n'est autre que l'homme lui-même, Jita.